À une époque, tu disais pas à ton enfant que tu l'aimais. Le pire conseil que j'ai reçu sur l'amour, change. Écoute dans le vent les buissons en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Écoute plus souvent les choses que les êtres. C'est fantastique ce poème. Bienvenue dans Viens on se parle, des vrais trucs sur l'amour. Ce podcast est une déclaration d'amour à tous les hommes en chemin, ceux qui se perdent parfois et se retrouvent souvent. Parce que l'amour au masculin, ça existe. Et quand on s'y autorise, c'est beau. C'est puissant et rassurant souvent, maladroit et humain parfois. Alors viens, on se parle, vraiment, authentiquement, à cœur ouvert. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Viens on se parle, des vrais trucs sur l'amour. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur, la joie, on a un peu échangé d'accueillir Jean-Guy Giraud. Giraud, Oui, Ok. Giraud. D'accueillir Jean-Guy Giraud, Monseigneur, évêque. C'est ça, évêque C'est orthodoxe. ça. Et donc voilà, donc on a un épisode, moi j'ai hâte de découvrir ce que Jean-Guy, Monseigneur, tu me diras comment tu préfères que je t'appelle, va nous partager. Et en tout cas, si ce podcast, cette formule, cette émission vous parle, vous intéresse, likez, partagez, mettez des commentaires, soutenez au maximum pour que cette émission puisse vivre et être propagée et partagée, parce que ça me tient vraiment dans le cœur que justement, le cœur des hommes, et aujourd'hui le cœur de Jean-Guy puisse être ouvert, proposé, partagé au maximum. Donc bonjour Jean-Guy, bienvenue, merci d'être là. Voilà, comment vas-tu? Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots avant de se lancer? En quelques mots, voilà, je suis évêque orthodoxe, j'officie au patriarcat orthodoxe des nations. Le patriarche, c'est Nicolas Ier. Et puis là, je suis dans la région de Lyon, mais je suis vraiment niçois de cœur et de naissance. Donc, j'espère pouvoir y retourner très bientôt. Ou si c'est pas à Nice, ça sera probablement dans le Var, mais il y a la mer. Donc, et comme disait un humoriste, c'est la vraie mer, parce que les autres c'est de l'eau. Donc la Méditerranée c'est la mer, les autres c'est de l'eau. Donc il m'a fait bien rire en disant ça, mais voilà. Donc non, mais c'est en gros j'ai tout dit là. Je veux dire, et puis oui, likez ce podcast parce que je veux dire c'est un podcast d'amour. Donc je veux dire quoi de mieux que de partager l'amour. Donc les uns envers les autres. Je veux dire parce que l'amour, il y a tellement de propositions en amour. Je veux dire, ça peut être tellement de choses l'amour. Et puis l'amour, moi, c'est vrai que j'ai quand même, quand je regarde un animal, un chien qui vous regarde, l'amour, il est là, quoi. Je veux dire, donc il y a tellement de façons et de formes d'amour qui sont dans ce monde. Mais voilà, le partage de cet amour, c'est le primordial. Alors il y a plusieurs choses qui me viennent. Qu'est-ce que ça représente Nice pour toi quand tu dis que je suis Nice de cœur et d'âme? C'est quoi pour toi les valeurs niçoises qui te font que quand tu dis ça, il y a un sourire et quelque chose qui s'illumine? Alors Nice, pourquoi? C'est la ville où je suis né déjà. C'est la Ouais. ville où je pense ça m'a envoyé indirectement sur le chemin où je suis maintenant, parce que Ok. à l'époque j'allais donc à l'église Sainte-Hélène et il y avait l'abbé Ferré. C'était un abbé qui, comme les anciens abbés qu'on voyait d'ailleurs à l'époque dans la rue habillé en abbé, chose qu'on voit plus trop maintenant, mais il était vraiment habillé en abbé. Et puis, il nous a fait le catéchisme, il nous a fait aimer, aimer la Bible, aimer les textes sacrés, et c'était toujours avec vraiment de l'amour dans ses paroles, et un bel échange entre moi qui étais enfant et lui qui était donc abbé. Et c'était vraiment les prêtres ou les abbés comme on les aimait, quoi. Je veux pas dire qu'on les aime pas maintenant, mais c'est différent. Je veux dire, et je pense que il faut retrouver ça justement parce qu'il y avait vraiment le contact avec les gens, le contact avec les personnes. Et puis Nice, c'est quand même la soca, le pain bagna, c'est des choses qui culturellement et au niveau de la cuisine sont parlants. Et puis on est proche de l'Italie. Et moi, je suis assez proche de l'Italie aussi puisque je suis constamment à San Remo.
Alors, je vais Ok. probablement, ça c'est un scoop, hein, il faut le dire à personne, je vais probablement faire une exposition de peinture dans un hôtel, l'hôtel des Anglais à San Remo. Voilà, ça c'est un scoop. Génial. Ouais. Canon. Et ben justement, c'est quoi, pour toi, c'est quand tu dis ça et ces valeurs, ce contact, comment tu qualifierais l'amour de cet abbé ou c'est quoi les caractéristiques ou qu'est-ce qu'il avait qui fait que bah toi, ça t'a profondément touché en tant qu'enfant et même potentiellement donné une envie de vocation ou de repartager ça ou de redonner ça plus tard? Ben, c'est parce que cet amour, il y avait pas de calcul, Ok. il y avait pas de politique derrière, il y avait rien, c'était vraiment un partage. Je pense que c'est ce qui manque à l'heure actuelle, c'est vraiment partager sa façon de vivre, des paroles saintes, et toujours dirigé dans le bon sens et sans arrière-pensée aucune, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'arrière-pensée, il y avait juste l'amour de son prochain, et c'est ce qu'on nous a enseigné à nous, quoi. Je veux dire, l'amour du prochain, aimer les gens, aimer les animaux, aimer la nature, et c'était vraiment un discours d'amour. Et donc, moi, j'ai vécu ces moments-là et je m'en rappellerai toute ma vie parce que c'était vraiment des bons partages, quoi. Je veux dire, c'était vraiment des partages d'amour, quoi. Et ça, c'est le plus important. Et comme je disais juste avant, il y avait aucune arrière-pensée. Il n'y avait pas de politique, il y avait rien derrière. Il n'y avait pas la mairie, il n'y avait rien. C'était vraiment, voilà, il était dans sa bulle. Et nous, il nous a fait rentrer dans sa bulle et on a partagé ces moments-là, quoi. Et Ouais, ça c'est. ce que j'entends derrière, c'est moi le mot qui résonne, c'est il était présent. C'était juste enfin, il y avait dans la beauté de la présence. Il offrait, il partageait sa présence entièrement tel qu'il était. Et il y a quelque chose qui me touche. C'est souvent quelque chose qu'on peut parfois que j'entends en tout cas sur dans les rapports hommes-femmes ou dans les différences que il vaut mieux qu'un homme offre 5 minutes de présence totale que une demi-heure distraite ou 2 heures distraite et que vraiment pour moi, c'est ça le masculin. Pour moi, une des formes du masculin et ce qui fait que parfois je trouve que il peut y avoir une fragilité ou une vulnérabilité pour beaucoup d'hommes, c'est que le masculin, tu l'as ou tu l'as pas. Eh Si oui, le masculin, c'est la présence, c'est c'est pour ça. ça que c'est aussi fragile. Et c'est pour ça je pense peut y avoir cette tension et cette fragilité chez beaucoup d'hommes parce que pour moi, le masculin, c'est je suis là, je suis présent. Et Tout donc à si je suis fait. distrait, ben, je suis plus dans mon énergie masculine et ça a rien à voir avec le masculin, de la virilité ou du muscle, mais c'est cette qualité de présence, d'écoute, de se partager. Malheureusement, les gens maintenant ils sont bloqués sur leur téléphone ou autre chose, ou une autre application, et le dialogue se fait plus, ne serait-ce qu'en faisant ses courses ou en marchant dans la rue ou en allant sur un marché. Et moi, ça j'évite et j'aime bien le contact. J'aime bien le contact avec les personnes, discuter avec. Ça fait 3 fois que je descends sur Nice et je suis pas descendu en voiture, je suis descendu en train. Et ça fait 3 fois que, en descendant en train, ben, je vois pas je vois pas le temps passer en descendant et en montant parce que je me suis retrouvé en face de personnes et ces personnes-là, on a parlé pendant tout le trajet, pendant tout le trajet. Et on s'est découvert Ah, mais et j'adore. donc j'ai découvert quelqu'un qui conduisait des bus sur Lyon et qui descendait sur la région. J'ai découvert quelqu'un qui faisait des sculptures et des peintures avec des petits cailloux, des feuilles et tout. Mais c'est génial, c'est génial. Et ça c'est du contact, ça c'est du vrai contact, voilà. Parce qu'on n'est pas là pour imposer ce que l'on fait, mais on est là pour aimer ce que l'autre fait déjà. Parce qu'il faut toujours avoir cette démarche d'amour dans les paroles et cette démarche de bienveillance. Ce qui fait que Ok. quand on engage une conversation comme ça, c'est agréable parce que on est bienveillant. Tu parlais de bienveillance. Quel autre terme ou quelle autre chose tu mettrais dans quelle autre énergie ou comment tu qualifierais une démarche d'amour de toi pour rencontrer l'autre? Là, par exemple, dans le train ou. Ben, déjà, il y a le regard. Je veux dire, il y a le regard qui est. Je pense que franchement, bon, on est vibration, hein. On est plein de vibrations. Donc quelque part, quand on envoie des vibrations positives et dans une démarche positive, je veux dire obligatoirement la personne d'en face, si elle veut, parce que je veux dire, là, on est émetteur, mais si elle veut être récepteur, obligatoirement, elle va prendre ce qui est de bon. Et donc,
ça passe bien. Le souci, c'est que, bon, enfin, c'est pas un souci, c'est que après chacun est dans sa propre démarche et il y a des gens qui n'ont pas envie de discuter, de parler, parce que, pour X raisons, je veux dire. Et Bien donc sûr. ça, il faut, ça on le voit vite, hein, de toute façon, quand la personne veut vous parler ou pas vous parler. Voilà. Et quand il y a une personne à qui vous lancez un sourire sympathique et qui vous répond par un sourire et vous voyez qu'elle vous regarde de nouveau une ou deux fois, c'est bon, hein, je veux dire. Après, on peut attaquer et on peut commencer le dialogue. Et puis, si ça va, tant mieux. Si ça va pas, c'est pas grave. Je veux dire, voilà, c'est une démarche comme une autre, hein, je veux dire. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de faire des connaissances, avoir des rapports avec d'autres personnes, parce que c'est ça l'ouverture, c'est de pouvoir connaître l'autre et de pouvoir échanger. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, on apprend de tout le monde. Je veux dire, tout le monde peut nous apprendre des choses. On a chacun sa propre connaissance. Moi, je sais que j'adore tout ce qui est branché sur sur Thor, Odin, tout ce qui est celtique. J'adore beaucoup. Et donc, Alors juste pour les gens, c'est pour les gens qui nous écoutent et qui le savent pas ou qui te voient pas là et qui nous tournent. Euh, pour moi, on te rajouterait un petit œil, tu ressembles à Anthony Hopkins dans les films de Thor et tu ressembles un peu à Odin. Genre physiquement, alors il a beau être un monseigneur évêque orthodoxe, là physiquement pour moi c'est Dennis Hopper dans Easy Rider avec les cheveux longs, un mélange entre Dennis Hopper et comment il s'appelle cet acteur? Anthony Hopkins dans Thor avec ça. Donc il a voilà, il y a une guitare derrière, donc il faut imaginer un personnage très ben voilà, bienveillant, accueillant, ouvert pour ceux qui te voient pas pendant l'entretien. d'accord. Ben, merci, c'est gentil, c'est gentil. Ben, tu vois, ça, ce que tu viens de dire, c'est des mots d'amour. Voilà, Ouais. parce que je veux dire, c'est toujours bienveillant. Pourquoi ne pas être bienveillant? Je veux dire, j'ai du mal à comprendre ceux qui font des choses qui sont en dehors de l'être humain et qui représentent. Mais après, ils ont peut-être leurs raisons, ils ont peut-être aussi un vécu qui n'est pas le nôtre. Ils ont. J'essaye pas de trouver des excuses à tout le monde parce qu'il y a des choses qui sont inexcusables, mais ça fait partie. Le pardon, il fait partie aussi de la culture orthodoxe, hein, je dirais. Donc, il faut savoir pardonner, et il faut savoir comprendre l'autre. Donc, c'est très important ça. Ouais. Bien qu'il y ait des Après choses qui moi, soient pas. il y a plein de choses. Donc moi, évidemment, moi j'adore rencontrer les gens. Moi dans le métro, moi ça m'arrive très Ben régulièrement oui. de voilà, les gens parlent à côté, ben moi je rentre dans la conversation en fait. Ils ont une conversation privée dans un espace public. Bah, moi, je peux pas faire comme s'ils existaient pas, et donc parfois je rentre et j'adore faire ça. Et moi, c'est ma grande tante que j'aime énormément. Donc, un grand message à Sabine, qui doit avoir 80 ou 85 ans aujourd'hui. Et elle me dit, voilà, moi, ma pratique tous les jours, c'est je m'impose ou me demande de parler à trois inconnus dans la rue. Et elle me dit tous Ah, les jours, c'est alors génial, c'est génial. j'ai rencontré lui, et je vois que très bien que ça la maintient éveillée, ça la maintient en forme, ça la maintient en vie. Et je vois que c'est une vraie pratique. Et effectivement, je pense que la période le confinement et cette peur de l'autre fait parfois les gens on comprenne pas pourquoi on vient leur parler. Et pour moi, pour répondre à ta question, c'est souvent une phrase que j'aime bien en anglais qui dit hurt people, hurt people. C'est les gens blessés blessent les gens. Et donc pour moi, je pense que c'est des personnes qui ont connu que ça. Euh, et je me souviens que ça m'avait énormément touché la première fois où j'avais mis ça en lumière, et c'était grâce à un bouquin de Thomas Dansenbourg qui parlait sur la communication non violente, et aussi sur un autre homme qui m'a accompagné sur mon chemin d'homme, qui disait que l'agressivité vient du latin adgressere, qui veut dire aller vers, et qu'en fait certaines personnes ne savent rentrer en communication que dans l'agressivité, et que c'est leur seule manière de rentrer en contact, et qu'en fait souvent parfois les gens violents ou agressifs, c'est la forme la plus maladroite, je pense, pour exprimer une rencontre. Mais en fait, ils ont un vrai désir de rencontre, de contact. Sauf qu'ils savent pas faire. Mais tu sais, moi je regarde beaucoup de vidéos, je reviens sur les animaux parce que je pense qu'on a tellement à apprendre des animaux et des enfants, bien sûr. Mais
Mais je veux dire, je reviens là-dessus parce que souvent je regarde des vidéos et c'est vrai que tu arrives à trouver pour classifier des chiens très très agressifs et tu t'aperçois derrière qu'ils ont un vécu derrière où il n'y a pas eu d'amour. Donc si tu veux, ils sont agressifs pas par volonté, mais par habitude, je veux dire. Ouais. Et quand on leur apprend l'amour, mais ça devient des animaux, mais encore plus qu'adorables, plus que les autres bientôt. Parce que je veux dire, ils n'ont pas connu ça. Ils ont connu que le bâton, que les coups de pied, qu'autre chose. Donc, si tu veux, le problème, c'est que si tu apprends l'amour aux gens, eh ben, ils te rendent de l'amour. Si tu leur apprends de l'agressivité, ils te redonnent de l'agressivité. C'est bon pour les animaux, c'est bon pour les humains, c'est bon pour tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment envoyer des messages positifs et des messages d'amour. Parce que je veux dire, si tu n'envoies pas ces messages d'amour, je veux dire, eh ben, les gens, ils te répondent, ils sont agressifs. Donc Ouais. l'amour appelle l'amour et l'agressivité appelle l'agressivité. Donc je veux dire, Complètement. et après répondre à l'agressivité par l'amour, des fois c'est difficile, mais on y arrive, hein. C'est une grande démarche, c'est l'idée derrière Gandhi. En tout cas, moi, c'est quelque chose qu'on a pu me reprocher moi dans mes relations. Et je me souviens que la première fois où quelqu'un m'a dit ça, bah, je l'ai envoyé péter assez violemment. Où elle m'avait dit, Marc, écoute, tu sais, c'est pas bien de répondre à de la violence par de la violence. Ah, j'avais dit, écoute, franchement, je comprends hein, que c'est pas cool que je réponde à de la violence par de la violence, mais il me semble que le plus simple, c'est de pas en envoyer au début. Mais C'est j'entends clair. que, tu vois, et j'étais là, j'entends, donc là, sur le coup, à l'époque, je m'étais énervé. Aujourd'hui, je pense que je ferais, bah, écoute, très bien, mais je vais pas me juger quand tu m'envoies de la violence sur le fait que je le prenne mal et je réagisse mal. Je suis pas censé être un Bouddha et, enfin, un jour peut-être, mais pour l'instant, je reste un être humain qui, si tu m'envoies de la merde, parfois, je vais t'en renvoyer. Et l'important pour moi, c'est de se dire, ok, bon, respiration, on a fait de la merde tous les deux. Est-ce qu'on peut se calmer, respirer et voir ce qu'on peut faire la prochaine fois pour que ni l'un ni l'autre n'envoyons de la violence. Alors quand tu suis des cours de conversation et des cours de comment ça s'appelle de désengagement quand tu fais quand tu as des équipes de travail et moi j'ai eu 60 personnes sous mes ordres, je veux dire on t'apprend la première chose c'est que justement au plus la personne est agressive au plus tu parles doucement. Ouais. Donc la personne qui est agressive, je parle agressive en parole, hein, agressive en parole, au plus elle crie, au plus tu parles doucement. Et petit à petit, la personne qui est en face, elle comprend pas ce que tu dis. Donc elle va commencer à tendre l'oreille et à baisser le ton parce qu'elle veut comprendre ce que tu lui réponds. Donc elle veut savoir si tu lui réponds en agressivité ou en parole bienveillante. Donc j'ai remarqué que ça marche à tous les coups. C'est génial parce que je vois tout à fait la personne être en colère, faire et devoir changer d'énergie pour comprendre et forcément de sortir de sa colère. Et c'est à ce moment-là où on voit à quel point parfois nos émotions elles sont artificielles, à quel point elles sont Mais bien sûr. basées un rien. Et ça me fait penser là l'image, ça me fait penser tu sais parfois quand un enfant il boude et tu sais il boude très fort puis d'un coup il lâche, il regarde si on le C'est regarde ça, c'est bouder. ça, c'est ça. Mais donc tu vois la bouderie elle n'existe plus pendant le moment où il est obligé de regarder la bouderie n'existe plus et puis il fait ah ok puis il repart bouder. C'est ça. Il y a vraiment ce truc de l'enfant qui est pris au piège dans sa propre bouderie, sa propre stratégie. J'adore. Complètement. J'appliquerai la prochaine fois. Et tu verras, je suis à 80%, je vais pas dire à 100%, mais je suis à 90% sûr que ça va marcher. Ah ouais. Répondre à l'agressivité par le calme et par le dialogue vraiment en baissant le ton et obligatoirement l'autre il va baisser, il va se mettre au diapason parce que il comprend plus, il sait pas ce que tu lui dis de toute façon. Donc Ouais. C'est génial parce que moi ça me fait penser moi dans un de mes stages où je partage sur la gestion de conflits, un des exercices qu'on fait c'est comment accueillir la colère de l'autre. Et en fait moi je regarde que si tu te mets dans un état vraiment neutre, mais absolument neutre, enfin dans un état neutre et d'accueil où vraiment juste t'accueilles l'autre tel qu'il est dans bah ok là il est en colère, là il est en train de m'insulter, là il est en train de s'énerver et qu'il y a rien qui réagit, mais aucune réaction parce que souvent les choses ah j'ai rien dit mais si t'as eu un rictus, si t'as eu un mouvement en arrière, si t'as eu le moindre micro-mouvement, l'autre va le choper ça va nourrir son agressivité. tout à fait. J'ai jamais vu une colère durer plus de 30 secondes. C'est impossible pour un être humain, si on le nourrit pas, de durer plus de 30 secondes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la personne s'empale dans sa propre colère. Au bout d'un moment, il est genre, ouais, ouais. Et au bout d'un moment, il y a plus rien et Oui, ça oui, fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
Et Et il s'emballe tout seul. si tu as un geste ou un sourire qui le renourrit de nouveau dans cette colère-là, obligatoirement, hop, il reprend de l'énergie. Ah ouais. Alors que si tu restes impassible et que tu parles doucement, il faut faire l'étonner. Pourquoi tu es comme ça? Je comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois, il faut toujours être dans le calme et le raisonner. Et je dis pas que c'est facile, hein. C'est pas facile, hein, parce que Ah non, moi non, ça demande. j'ai ce côté-là de l'orthodoxie, si tu veux, qui m'apprend à justement comprendre les autres. Mais après, j'ai le côté Odin qui me dit coupe-le en deux, quoi. Donc, euh, Bah, ça, on va y revenir, parce que j'allais te parler sur le côté que, pour moi, enfin, l'amour de manière générale et au masculin, il y a les deux. Il y a et la lumière et pas l'ombre, mais l'obscurité. Que pour moi, il faut les deux côtés, il faut le soleil et la lune, il faut les bien deux sûr, polarités. Et pour revenir sur ça, juste faire une phrase à toutes les personnes qui disent, mais j'ai rien dit. S'il vous plaît, c'est pas parce que vous n'avez rien dit que vous n'avez pas communiqué. Moi, le nombre de fois où dans une conversation, on fait, mais j'ai rien dit. C'est pas parce que oui, mais là, t'as souri, t'as c'est eu un ça. rictus, t'as eu un mouvement, tes yeux ont fait un petit truc genre ça. Tu as communiqué. C'est Et ça. l'important, c'est pas est-ce que tu as dit des mots, c'est est-ce que tu as communiqué avec l'autre. Et vraiment, il me semble, ce qu'on est en train de partager tous les deux sur accueillir la colère de l'autre, c'est il faut communiquer de la stabilité et du calme. Toute autre chose, que ce soit un rictus corporel, physique, un truc, ça va nourrir l'autre. Donc voilà, je voulais clôturer ça. Il y avait une phrase aussi qui disait si ce que tu as à dire n'est pas intéressant ou dénué de bon sens, tu ferais mieux de la fermer, quoi. Donc, en gros, je veux dire, écoute plutôt et prends ce que tu dois apprendre, parce que je veux dire, en écoutant, on apprend beaucoup plus qu'en parlant, quoi. C'est une évidence, alors pour moi, c'est sûrement un truc que j'adore dire, c'est ta gueule. Souvent dans mes Oui, contenus, je j'ai dis, pas osé le dire parce que c'était en mais ah gros, ouais, si tu peux y aller, un bon ta gueule. De temps en temps, un bon ta gueule à soi, hein, ou à mes pensées, ça fait du bien. Il y a des moments, mais voilà, un bon ta gueule, ça fait du bien, pas forcément à l'autre, mais à soi. Beaucoup de gens ont peur de se taire et d'écouter. Parce que quand tu te tais et t'écoutes, tu prends la possibilité d'entendre l'autre, d'entendre une autre réalité et d'avoir tort. bien sûr. Et ça met tellement de gens en danger et en insécurité que, à la seconde où t'écoutes, et t'es pas genre, oui, mais non, t'écoutes. Et en fait, t'acceptes que j'ai une réalité, t'as une Complètement. réalité, et elles peuvent coexister tout d'un coup. Sauf que le seul moyen que toi, tu restes à avoir raison et tu dis que ta colère, elle est juste et elle est justifiée parce que l'autre, il a fait quelque chose, à la seconde où tu l'écoutes, tu peux plus. T'es obligé d'étendre ce point. Parce que l'autre, c'est pareil. Complètement. Complètement. Et c'est ce que j'avais fait hier. Il y avait avec une copine, on a clarifié un truc et c'est toujours ce truc, c'est ok, vas-y, partage-moi ce que tu as vécu, partage-moi ce que toi t'as ressenti. Et le truc fait, ah ok, toi quand j'ai dit ça, t'as compris ça, et puis ça, ok, je comprends pourquoi on en est arrivé là. Est-ce que je peux te partager moi ce qui s'est passé pour moi? Moi, il s'est passé ça et on fait, ah c'est con, non, il aurait fallu un demi-mot là, une compréhension, une question en plus. Mais tout est dans la compréhension de l'autre de toute façon. Parce que je veux dire, il faut comprendre son propre soi. Parce que je veux dire, on a un vécu derrière aussi qui ressurgit tout le temps. Et l'autre, il a son vécu qui ressurgit tout le temps. Et donc, le dialogue, il est là. Et je veux dire, essayer de comprendre l'autre, même quand il est en colère, même quand il a de la peine, quand il est triste ou autre, c'est tellement important. Et c'est ça la vie. C'est pas de se comprendre soi-même, c'est déjà très important. Et on a nos propres côtés sombres et lumineux. Et Dieu sait qu'on en a des côtés sombres parce qu'on a un vécu. Et moi, je suis persuadé que même ce qu'on n'a pas vécu, moi, pendant mes 70 ans, je l'ai vécu peut-être dans les années précédentes, je veux dire, et que ça ressurgit constamment. Et je veux dire, donc tout ce vécu qu'on a ancré en nous, dans nos gènes, je veux dire, de temps en temps, il ressort. C'est pour ça qu'on est très ambigu, parce qu'on peut avoir aussi bien de la compassion, mais aussi bien de la colère, qu'aussi bien de l'amour, qu'aussi bien de la haine. Ce qui fait l'être humain, c'est de pouvoir canaliser tout ça, justement, et de pouvoir essayer de se raisonner. Mais je ne dis pas que c'est toujours évident, c'est pas facile. Et Bah, puis, moi, pour on a c'était toute la. on a toujours des a priori aussi en plus. On a des a priori selon la personne qu'on a en face, selon comment elle est vêtue, selon comment elle parle, selon si elle a un accent ou pas. On va avoir peut-être ancré en nous des a priori sur ses valeurs. Alors que pourquoi?
Je veux dire, elle a autant de valeur que nous. Je veux dire, Bien sûr. peut-être plus Mais même. là-dessus, t'abordes. Ah ouais, ouais, moi, t'abordes plein de sujets. Moi, ce que j'aime bien parfois même pour dire, j'ai pas besoin de comprendre l'autre. J'ai juste besoin d'accepter que c'est sa réalité. Bien sûr, Parfois, tu vois, bien sûr. ok, je comprends pas du tout pourquoi. Alors, ça fait des connexions comme ça, ou pourquoi ça. Mais, ok, pour toi, ça fait ça. Et petit à petit, je vais avoir de la compréhension sur comment tu fonctionnes. Mais dans un premier temps, pour moi, il y a juste à accepter. Tiens, bah ça, c'est ta réalité. Ok, je la partage pas, j'ai pas le même point de vue, j'ai une vision différente, mais ça, c'est ta réalité. Ok, cool. Et donc pour moi, il y a même une étape, parfois les gens disent ouais, mais je peux pas comprendre, je comprends pas. Il n'y a pas à comprendre. T'as pas à comprendre pourquoi l'arbre il pousse comme ça, à droite, à gauche, juste il y a à accepter que bah il fait ça, puis il fait ça, et t'as pas besoin de le comprendre. Donc pour moi, c'est pareil pour un être humain. Et après, quand tu parlais de complexité, pour moi, c'est au cœur de la beauté et de la complexité humaine. Nous sommes paradoxaux. Tu vois, c'est Ah toujours oui, ce oui. truc, même pour un muscle. Pour qu'un muscle se contracte, il faut qu'il y ait un bout qui te détende et un bout qui se contracte. Pour goûter, pour savoir ce que c'est que le chaud, il faut savoir ce que c'est que le froid. Pour savoir ce que c'est que l'amour, il faut savoir ce que c'est que l'absence d'amour ou la haine. Et que nous sommes un complet paradoxe, encore plus vu qu'on a trois cerveaux dans notre cerveau. On a le cerveau limbique, le cortex préfrontal et notre cerveau reptilien, qu'on a a priori, à mon avis, au moins quatre centres, voire quatre cerveaux dans notre corps, avec le mental, le cœur qui a des neurones, l'estomac qui a des neurones. Je pense qu'un jour on découvrira que dans notre partie sexuelle, il y a potentiellement, à mon avis, aussi une intelligence là, et qu'on a donc on a dans notre corps quatre informations, on a dans notre cerveau trois informations, donc forcément, il y a une ensemble de complexité qui fait que bah, il n'y a pas besoin de se comprendre, il y a juste à accepter que Ben, bah, voilà. il faut accepter, puis il faut arrêter surtout d'avoir des a priori sur telle ou telle chose Bien sûr. et pas se faire d'idées sur des choses qui n'existent pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il me vient cette image en tête où il y a la petite histoire il y a Dieu qui accompagne, je reviens un peu à la religion, mais il y a Dieu qui accompagne une personne et donc tout au long de sa vie, cette personne voit sur le sable les pas de Dieu qui l'accompagnent. Et donc, il accompagne pour le mariage, il accompagne pour les peines, il accompagne pour tout. Et à la fin de sa vie, cette personne qui est très malade, qui en peut plus ou quoi, elle voit plus les pas de Dieu à côté de lui. Elle lui dit, mais comment ça se fait sur le sable, je vois plus que deux pas, tu m'as abandonné, Dieu, c'est pas bien ce que tu as fait, alors que moi j'ai toujours prié pour toi, j'ai toujours aimé, j'ai toujours tout fait ce que tu m'as demandé. Et c'est là, Dieu il lui dit, mais tu voyais que deux pas, pourquoi? Il me vient les frissons quand je te raconte ça. Hein. Il me dit, pourquoi tu voyais que deux pas? C'est parce que je te portais sur mon dos. Et quand tu sais ça, mon Dieu, malheur. Moi, il me vient les frissons quand je raconte ça. Il me vient les frissons. Mm. Parce que tu avais l'a priori qu'on t'a laissé tomber, tu avais l'idée que, alors que non, c'est encore quelque chose de plus beau qui s'est passé. Je veux dire, Dieu te portait sur son dos. Donc les deux pas que tu voyais, c'était pas les tiens, quoi. C'est-à-dire, c'est qu'il t'a encore aidé encore plus. Mais tu as l'a priori, tu as l'idée que, et alors que, ben non, il faut toujours creuser beaucoup plus loin que ce qu'on peut Ouais. penser. Parce que ce qu'on peut penser, des fois, c'est des fausses idées. C'est des a priori, c'est des candidatons, c'est toutes ces choses-là qui nous pourrissent un peu la vie et qui font que eh ben, il faut les mettre de côté parce qu'il faut regarder la beauté des choses et pas avoir une idée mauvaise a priori. Quoi. Il faut avoir Ouais, plus. ouais, mais c'est. Moi, alors, il y a deux sujets que j'adore. On va reprendre Dieu, le mariage et la prière. C'est quelque chose qui me plaît. Mais j'en parlais beaucoup. En fait, le cerveau est obligé de faire des biais parce qu'il y a, je sais plus combien d'informations qu'il gère à la seconde. Donc, il est obligé de faire des raccourcis. Et j'en parlais parce que, enfin, tu vois, on va avoir tous des biais. Et moi, c'est souvent ce qui m'a le plus surpris, c'est quand j'écoutais des podcasts, par exemple aux États-Unis, où tu avais des personnes de couleur noire qui disaient, même moi en tant que policier noir, ou même moi en tant qu'homme noir, quand j'ai dans la rue quelqu'un à capuche noire, ben, j'ai une réaction, et puis après je fais, mais attends, mais je suis noir moi aussi, pourquoi j'ai cette réaction? Et en fait, l'important, c'est au bout de combien de temps tu te reprends Oui, pour euh, te dire, mais en fait, c'est juste mon éducation. C'est à cause de la société, les programmes télé,
j'en sais rien ce qui est dit. Et moi, il y avait une étude qui est assez intéressante à Harvard pour tous les gens qui disent je suis pas raciste, je suis pas ci, ça. C'est pas tant ça, c'est juste qu'on malheureusement on a des biais cognitifs et la manière la plus simple de le voir, il y avait Harvard qui avait fait un test que j'aimais beaucoup où en gros il te donnait une idée et une autre et tu devais voir combien de temps tu mettais pour associer les deux idées. Et malheureusement en France il y a beaucoup ce truc, les Arabes sont des voleurs, donc combien de temps si je te mets arabe voleur, est-ce que ça te paraît naturel à ton cerveau ou pas? Si je te mets blanc voleur, est-ce que ça te paraît naturel? Est-ce que si je te mets noir voleur, est-ce que ça te paraît naturel? Est-ce que si je te mets blanc et privilégié, est-ce que ça vient faire des connexions? Et donc l'important, c'est pas tant est-ce que tu as ces connexions, c'est au bout de combien de temps tu Oui. réalises que ces connexions ne sont que des produits de tes habitudes, de ton éducation. Et par exemple, il y a récemment, je voyais une étude que je trouvais absurde, où en gros, il y avait dans une salle d'attente pour passer à un emploi, et c'était un truc fictif, et tu avais une personne de couleur et une personne blanche. Bon, de toute façon, blanc est une couleur, mais bon, tu avais une personne noire et une personne blanc. Et, et en gros, il voyait que la majorité des gens allaient s'asseoir à côté de la personne blanche. Conclusion, les gens sont racistes. Et je suis là, mais pas du tout. Si moi j'ai grandi dans un environnement, même si je suis blanc, si j'ai grandi dans un environnement noir, j'irai m'asseoir à côté de la personne noire. Si j'ai grandi dans un environnement avec que des personnes blanches, j'irai vers mon Oui, habitude. oui, oui, Et c'est pas forcément un lien de est-ce que j'ai une aversion envers les noirs, c'est bah, quelles sont mes origines, comment j'ai grandi, quelle couleur de peau j'ai vu quand j'étais là. Et parfois aujourd'hui on tire des conclusions sur des choses qui ne sont pas. Les gens, et je suis là, non, en fait, est-ce qu'on peut prendre un pas de plus, justement pour mettre plus de compréhension et d'acceptation que c'est beaucoup plus complexe que ça, nos mécanismes humains et nos peurs de l'autre ou nos appréhensions de l'autre. Voilà. C'est pour ça que moi je dis j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Parce que quand mon père a été muté à l'époque, c'était les PTT. Hein. Quand à l'époque il a été muté en Afrique, ça m'a permis de vivre en Afrique et j'étais tout petit. J'étais jeune, j'avais 5 ans. Je veux dire donc et donc en tant qu'enfant, on n'a pas d'a priori il y a rien dans le cerveau qui permette de dire attention. Donc on est naturel. Et donc moi le fait d'avoir vécu ces moments-là je pense vraiment que ça ouvre l'esprit. Et moi, quand mon fils m'a dit à 20 et quelques années, papa, qu'est-ce que t'en penses si je vais en Australie? Je fais, mais vas-y tout de suite. Tu fais, vas-y tout de suite. Parce qu'il faut partir, il faut aller voir d'autres choses, il faut aller voir d'autres personnes. Et donc, il a rencontré des peuples aborigènes, il a rencontré des personnes fabuleuses. Je veux dire, donc, quoi de mieux que d'aller vers l'autre et d'y aller rapidement, assez jeune, parce que je pense que quand les gens y vont et qui sont plus jeunes, l'esprit il est pas encore gangréné par plein de choses et on s'ouvre beaucoup plus. Je pense quand on est jeune que quand on y va déjà avec des a priori ou avec des idées déjà reçues ou des choses qu'on nous a ancrées dans la tête. Donc, un jeune qui s'en va, il faut le laisser partir et découvrir d'autres peuples, d'autres personnes, d'autres civilisations. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est pour ça que moi, je me retrouve beaucoup dans certaines civilisations parce que les aborigènes, les Amérindiens, des gens qui sont proches de la nature, qui aiment la nature. Et quand ils tuent un animal, c'est pour manger et ils respectent l'animal. Alors que nous, des fois, la chasse, c'est pas tellement. Je me mets pas les chasseurs contre ados, hein, mais je veux dire le respect de l'animal. Je sais pas s'il y quand un Indien tue un bison à l'époque, hein, maintenant il en tue peut-être moins, mais il lui mettait toujours une herbe dans la bouche. Il y avait le respect de la nature. Il y avait moi, si je dois couper une branche à un arbre, je suis peut-être un peu fou, mais je demande toujours à l'arbre, je lui dis, excuse-moi, est-ce que je vais te couper une branche je suis désolé, mais voilà, elle me gêne, il faut vraiment que je l'enlève. Et si on agit tous comme ça, avec le respect, que ça soit un humain, mais pour la nature, des animaux, pour tout, le respect, il est pour tout. C'est génial. Bah, le vivant, c'est le vivant. Le vivant, c'est le vivant, ouais. Et moi, je me suis retrouvé... Et la nature, elle est somptueuse, elle est parfaite. Et moi, c'est vraiment quelque chose la qui me connexion... ramène à ma petitesse, mais dans le bon sens du terme, à oui, mon oui, 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 humilité. oui, oui. Et c'est souvent quelque chose que je peux constater ou dire, c'est que je vois que hier, je marchais sur la plage avec une amie et j'étais là, putain, mais quelle chance de vivre dans la nature.
parce qu'à chaque fois, ça me ramène à... parce que souvent dans une ville, on va pouvoir se plaindre du bruit, de la pollution, de la construction, du retard. Et je suis là, en fait, moi, quand je suis dans la nature, qu'est-ce que je vais me plaindre? Je vais me plaindre des éléments naturels. Enfin, je vais me plaindre des gouttes d'eau, de la pluie, du soleil, du vent. C'est parfait. Et donc pour Ben moi, oui. il y a vraiment en tout cas, dans la nature me rappelle à ma petitesse et à mon humilité de waouh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est parfait l'élément et la nature, quoi. Et donc évidemment, pour moi, je trouve qu'il y a plein d'endroits. Je pense pas forcément à le faire tout le temps, mais parfois quand je vais dans des lieux et que ça ressemble un peu à une porte, tu vois, dans une forêt, je fais est-ce que je peux rentrer? Parfois ça dit oui, et parfois ça dit non. Donc parfois je prends un autre chemin et je vais ailleurs. Donc c'est vrai que j'aime bien demander à la nature. Heureux celui Ouais. qui s'émerveille de tout, parce que je veux dire, quand on descend dans le jardin, ben, on voit une fleur. Si on regarde comment elle est faite, on dit mais waouh, c'est exceptionnel quoi. Quand on regarde des animaux, quand on regarde un arbre pousser, c'est géantissime. Moi, je me suis retrouvé dans une forêt un jour avec un tambour chamanique. Et donc, j'étais tout seul sur le plateau de Torrent à taper sur mon tambour chamanique. Et, et, euh, et puis à un moment, je me suis allongé parce que je regardais les arbres en l'air, parce que c'est tellement beau de s'allonger, de regarder les arbres vers le ciel. C'est magnifique. Et on voit tout passer à travers et tout, et puis les pensées qui s'envolent en même temps que les feuilles. Et, euh, et à ce moment-là, quand je me suis relevé, mais alors là aussi, pareil, il me vient des frissons quand j'en parle, j'avais deux biches à 10 mètres de moi, quoi, qui me regardaient, Waouh. quoi. Mais waouh, mais c'est géant, quoi. C'est géant. C'est géant. Je veux dire, donc si on arrive à se rapprocher de la nature et faire partie du tout, parce que là, c'est un tout, on fait partie de cette nature-là aussi, hein, si on sait la respecter, et ben c'est géantissime. C'est géantissime, ça. C'est des moments qui restent gravés en nous, quoi. Parce que c'est un échange, on échange entre l'herbe, l'arbre, la faune, la flore, c'est parfait. Là, c'est des moments qui sont parfaits. C'est des moments parfaits. Ouais. Il y a que Ouais. ça à dire. C'est Ah, et puis, un échange qui va dans l'au-delà, quoi. Je veux dire, c'est magnifique, magnifique. ouais, ouais, je suis traversé par de la grâce à l'instant. Et non, mais c'est marrant parce que vraiment cette image, pour moi, quand tu me parlais de regarder des armes dans le ciel, ça me rappelle, je crois que c'était Kurosawa, ce réalisateur japonais, fantastique réalisateur japonais, c'est le premier à avoir fait des plans de coupe où on voyait juste les armes, justement, ce plan de Avec bas en haut, et avec les armes. Et c'est marrant parce qu'à la limite, où tu as dit ça, je fais, ah putain, ça me fait penser à Kurosawa. Et c'est le premier à avoir fait des plans de coupe comme ça, absolument somptueux. Ah mais moi Et j'invite alors, tout le monde à s'allonger, à regarder vers le ciel et regarder à travers les branches le ciel. C'est extraordinaire quoi. C'est vraiment extraordinaire. pour revenir au sujet, un peu un truc que tu disais au début, parce que tu parlais de différentes formes d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi aimer aujourd'hui? Ça veut dire ben, déjà nous en tant qu'évêque et tout, c'est on prône vraiment l'amour de son prochain. Ok. Mais quand je dis l'amour de son prochain, c'est vraiment sans condition. C'est-à-dire, c'est vraiment le partage, le dialogue, savoir écouter, avoir de l'empathie, aider son prochain aussi. Il y a tellement de gens qui sont dans le besoin, dans la misère. Et quand je dis aider, c'est pas obligatoirement financièrement, mais simplement quand il y a une personne qui est seule, l'écouter, parler avec. Quand il y a une personne ben, qui est sur un marché, qui a du mal à pousser son chariot, l'aider à pousser son chariot. Il y a tellement de façons d'aider les gens et de leur apporter de l'amour, parce que ça, c'est vraiment de l'amour pur, simple et sans condition et sans arrière-pensée. Je veux dire, et Ouais. d'ailleurs, et c'est marrant parce que quand tu es dans un magasin et que tu rentres et tu dis bonjour, les gens, alors maintenant c'est tellement passé à la trappe que les gens ils sont étonnés. Ils disent mais qui c'est ce fada là qui dit bonjour? Je dis mais non, mais attends, je rentre chez vous, je suis accueilli pour même acheter du pain ou quoi. Les gars, on est contents quoi. Je veux dire, c'est que du bonheur. Je veux dire, donc il faut prendre chaque instant de la vie comme du bonheur. Je veux dire, qu'on rentre dans un magasin, qu'on aide une personne, qu'on fasse du bien autour de soi, c'est que du bonheur. Et c'est comme quand on offre un cadeau. Qui c'est qui est le plus heureux? C'est celui qui offre ou celui qui reçoit?
je suis pas sûr que c'est celui qui reçoit. Mais celui qui offre, il est tellement content parce qu'il a préparé son coup avant, il a été au magasin, il a acheté, il a dit qu'est-ce qui va lui, est-ce que ça va lui plaire, est-ce que ça c'est bien, et déjà on est dans un processus d'amour énorme parce que je veux dire, ça veut dire quand même déjà celui à qui on va offrir le cadeau, et quand on offre le cadeau, voir le sourire, le rayonnement que ça peut apporter, au-delà de l'amour qu'on a pour la personne, c'est génial. Parce que, mais donc, on se fait plus de bien, nous, en offrant qu'en recevant. Il y a toujours ce truc où parfois les gens disent ah oui, il faut d'abord s'aimer soi et arrêter de donner. En fait, moi, quand j'aime l'autre, je reçois de l'amour et je m'aime Mais bien moi. sûr, bien sûr. Aujourd'hui, il y a un peu ce truc, un peu, il faut toujours revenir à soi, il faut d'abord s'aimer soi avant d'aimer l'autre. Je fais, en fait, moi, quand j'aime l'autre, ça me nourrit moi et je le fais Mais pour bien moi. Et sûr. quand je fais un cadeau, et pour moi, c'est là où tu commences à vraiment être généreux, c'est quand tu arrives à être pleinement égoïste dans ta générosité. Quand tu arrives à pleinement profiter de ta propre bonté et de ton propre amour, mais en fait, ça nourrit Ah l'autre et ben, l'autre, il est complètement. libre de recevoir ou pas. Parce que si ton acte de générosité, il dépend de comment l'autre le reçoit, bah en fait, t'es dans la merde. Ah ben oui, c'est sûr. Parce qu'il n'y a plus de générosité. Donc pour moi, c'est important bah ouais, aime. Et quand tu aimes, donne et donne pleinement. Et puis C'est après, quand tu ça. auras besoin de recevoir, tu recevras. Et tu penseras à recevoir plus C'est tard. Mais ça. là, c'est le moment de donner. Mais moi, quand je donne, je reçois. Enfin, moi, je me souviens que c'est un des plus grands gestes d'amour que j'ai fait où, voilà, il y avait une femme que j'adorais. Elle habitait en Afrique du Sud. On s'est séparés. Et au moment de la séparation, elle m'a dit quelque chose qui est resté flottant parce que je pense qu'elle voulait être polie. Mais moi, je l'ai pris pour ce qui était, vu qu'elle me l'avait dit. Où elle m'a dit, en gros, si tu avais été là. Si j'avais été là, très bien. Et pendant un week-end, je me dis, bah, ok. Normalement, on avait rendez-vous au téléphone mardi soir par Zoom. Et j'ai fait, non, mardi soir, je serai pas au Zoom. Je serai physiquement devant sa porte. Et donc, j'ai pris un billet d'avion un samedi soir pour 3 jours après pour partir en Afrique du Sud. Et quand je suis arrivé, elle m'a dit, mais si je te dis non, comment ça va? Enfin, c'est important que tu prennes soin de toi. Et je fais là, mais en fait, ça me touche. Cette déclaration d'amour, c'est une des plus grandes déclarations d'amour que je fais à moi, parce que c'est comme ça que j'ai envie d'aimer. Et donc moi, venir là et traverser la moitié du globe pour te dire je t'aime et j'ai envie d'être avec toi, que tu me dises oui ou non, à un endroit, je le fais d'abord pour moi parce que c'est Mais l'homme que bien j'ai sûr. envie d'être Mais oui. et que c'est comme ça que j'ai envie de Mais bâtir oui. ma vie et que ça m'emplit de joie et je suis empli de joie de faire ça. Que tu le reçoives ou non, que tu me dises oui ou non, ça me regarde pas. Mais moi, j'ai vécu ce que j'avais envie de vivre et ce que j'ai choisi de vivre dans l'amour et dans le cœur et dans l'élan que j'avais envie de le vivre. Une phrase que j'adore, c'est donne en oubliant à qui tu as donné et reçois sans jamais oublier. Et ça, c'est tellement important, ça. C'est tellement important. Tu veux dire, donc toi, tu donnes parce que c'est ton amour que tu donnes et en fin de compte, tu t'en fous que ça soit reçu, pas reçu. C'est de l'amour que tu envoies, donc ça, c'est parfait. Et puis tu peux oublier. Mais quand tu reçois, il faut jamais oublier. Ouais. Parce que ça veut dire que l'autre personne en face t'a donné quelque chose à elle et que elle ressent quelque chose pour toi et que ce soit n'importe quel amour, je veux dire, mais il y a déjà un dialogue, un échange qui est parfait, quoi. Donc, Ouais. Ouais, et pour moi, c'est la puissance de la gratitude et quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que on nous doit rien. La vie me doit rien, tu me dois rien, je te dois rien, je me dois rien à moi-même. Et à partir du moment où tu acceptes pleinement cette philosophie que personne te doit rien, bah, tout devient un cadeau. c'est ça. Ton sourire est un cadeau. Le fait que tu acceptes d'être là avec moi est un cadeau. Le fait que, tu vois, j'ai les larmes, le fait que tu me partages cette phrase, pour moi, c'est un cadeau. Et donc, je le reçois et je l'oublierai pas. Et donc, pour moi, c'est vraiment quand on lâche que quelque chose nous doit quelque chose, à ce moment-là, je peux recevoir, je peux ouvrir. Et ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur le moment où tu réalises que la vie, elle est toujours en train de travailler pour toi. Que tu le vois ou non, que tu le comprennes ou non, que tu l'apprécies ou non. Ah oui, oui, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et on n'est pas là, t'es pas là. La vie, elle n'est pas là pour te faire apprécier les choses. Elle est là pour te soutenir et te donner ce dont tu as besoin pour t'accomplir, te réaliser, toucher et goûter l'amour. Et pour moi, tant que t'as pas goûté l'amour pleinement, elle va t'envoyer du caca ou des trucs difficiles pour que tu lâches. Moi, c'est vraiment une phrase que j'ai adorée, qui m'a tellement touché. Et souvent, tu sais, parfois on dit, ah, j'ai le cœur brisé, mon Dieu, quelle horreur. Et il y a quelqu'un qui dit, mais en fait, si tu voyais pas que c'était comme ton cœur brisé, mais que c'est ton cœur est enfin ouvert.
ton cœur est enfin en train de respirer. Est-ce que tu peux rester dans cette brisure? Est-ce que tu peux rester dans cette vulnérabilité? Est-ce que tu peux rester dans cette sensibilité, dans cet accueil? Et si tu arrives à rester là, mais la vie, c'est un cadeau. Et donc pour moi, souvent, ce qu'on peut juger négativement dans la vie, c'est comme si elle mettait des coups de burin dans ta protection que tu as dans ton cœur, justement, pas pour briser ton cœur, mais pour briser ce qu'il y a devant le cœur et pour que tout d'un coup, tu puisses faire... Sauf que si t'as jamais ressenti, bah ouais, il y a des larmes, il y a de la tristesse, il y a de la peur, mais putain, pour moi, c'est reste dans ça, reste dans cette brisure et sens la beauté et remercie la vie ou ce pervers ou ce connard ou cette connasse ou cet enculé ou cette personne qui te trahit, parce que là, elle pète ta défense. Et donc, au lieu de te le blâmer, remercie-le Ben oui, oui, de jouer ce rôle de bien ok, sûr, bien sûr, voilà. bien sûr. Si tu restes dans cette position-là, tu grandis, hein. Tu grandis Ah bah ouais. d'office. Parce que je veux dire, ça veut dire que ben, les personnes qui sont négatives, néfastes, elles vont s'éliminer d'elles-mêmes. Je veux dire, parce que tu rayonnes de lumière. Donc, dans la mesure où tu rayonnes de lumière, ben, ceux à qui tu peux apporter de la lumière ou apporter un peu plus, eh ben, tant mieux. Mais les autres, ils sont aussi pleins de lumière. Donc, je veux dire, tu donnes, mais tu reçois, tu es récepteur, tu es émetteur. Et je veux dire, c'est ce qui fait l'échange. Et puis ceux qui veulent aller dans le sombre, eh ben, tant pis. Je veux dire, on peut essayer de leur apporter de la lumière pour justement qu'ils en sortent. Après malheureusement, tu peux pas attraper les gens par le cou et leur imposer quoi que ce soit. Et on est personne nous pour imposer quoi que ce soit, parce Rien. ils ont leur propre vérité, leur propre vécu, leur propre histoire. Et Dieu sait que l'histoire qu'on a vécue chacun dans son enfance, on en est marqué. Je veux dire, donc c'est ce qui fait ce qu'on est à l'heure actuelle, c'est tout ce qu'on a vécu dans notre enfance, par les parents, par les tantes, par les frères, les sœurs, et c'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Je veux dire, voilà quoi. Ouais. Et après, moi, c'est justement, on va revenir, et c'est parfait, ça boucle parfaitement dans l'endroit où je voulais aller, c'est que pour moi, il y a pas que la lumière, c'est-à-dire que pour moi, on est un degré de densité, Oui, et la lumière et l'obscurité, c'est juste enfin voilà, il y a la lumière qui est la densité la plus légère, et ensuite il y a la matière qui est la densité la plus forte, et moi, j'ai besoin de ces deux polarités. Et donc, c'est vrai que parfois, j'aime bien faire la distinction entre mes ombres et le sombre, et l'obscurité. Dans l'obscurité, il y a de la puissance. Et pour moi, des fois, quand tu reprends les archétypes un peu indiens, bah, tu peux avoir la Vierge Marie qui va être l'archétype féminin très léger, tu vas avoir Jésus qui va être l'archétype féminin très dans la lumière, ou tu vas avoir bah, Martin Luther King qui va être le côté lumineux et Malcolm X qui va être le côté plus dense, plus agressif. Mais il a aussi sa vision d'amour. Parfois, lui, il est un peu plus violent. Et si tu reprends chez les Indiens, tu peux avoir Kali. Tu vois, chez les hommes, tu vas avoir Shiva qui va être beaucoup plus... mais de toute façon, partout on te met le yin et le yang, hein, de toute façon Exactement. le noir et le blanc. Donc il faut bien être d'accord que c'est un complément et que l'un sans l'autre, ça peut pas aller, quoi. Je veux dire, parce que si on était que yin, je veux dire, ou que lumière, je veux dire, je sais pas si ça fonctionnerait vraiment. Ah, Je veux dire, et si on était que négatif, c'est pareil, on serait plus là. mais pour moi, Mais le noir, justement, tu vois, le noir et le yang, c'est pas forcément négatif. C'est la différence entre l'obscurité, tu vois, la matière, le solide. C'est comme, tu vois, bah, si t'es que dans l'être et dans la lumière et dans le truc léger, bah, ça fonctionne pas. Si t'es que dans la matière, gagner de l'argent, métro, boulot, dodo, bah, ça devient très vite dur, dense, compliqué. La vie, elle est, ah. Et donc, c'est trouver cette jolie balance entre, bah, mon expérience incarnée humaine et toute la lumière qu'il peut y avoir c'est dedans. toute une question de degré. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est justement quand tu fais de la peinture ou du dessin, on t'explique, bon, maintenant je le sais, mais on t'explique au début que le noir, il y a 1000 nuances de noir, plus de 1000 nuances de noir. Donc, t'imagines? Donc, entre le noir profond, absolu, et le noir qui existe, que tu vois noir, il y a 1000 nuances. Et c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, ça. C'est énorme. On est très très loin de nos 50 nuances de gris et de ce bouquin. 1000 nuances de noir, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus poétique. Ah ben Et c'est justement,
c'était dans l'autre aspect, tu vois, de l'amour inconditionnel, c'est savoir dire non aussi. Que pour moi, parfois, dire non, c'est aussi aimer inconditionnellement quelqu'un. Ou tu vois, Oui, s'il y a un enfant qui a envie de manger son 50e morceau de chocolat, s'arrêter à deux et lui dire non, c'est une forme d'amour. bien Et donc sûr. pour moi, c'est comment toi tu allies cet amour inconditionnel avec justement avec cette expérience plus terrestre, à savoir dire oui et savoir dire non, et comment t'aimes comme ça. Bah, moi, j'ai toujours du mal à dire non, de toute façon. C'est peut-être pour ça que tu fais ce métier. J'ai toujours du mal à dire non parce que je veux dire c'est difficile de dire non mais après je peux comprendre pour l'exemple de l'enfant qu'à un moment il faut arrêter parce que ça va saturer et il va être malade. Mais je veux dire est-ce que c'est pas un bon enseignement aussi qui se rende malade et que à la fin il va se dire eh ben, je suis malade, j'ai mangé 25 morceaux de chocolat, je suis malade. La prochaine fois j'en mangerai plus que deux parce que déjà pendant un moment je vais pas en manger parce que rien qu'à le voir ça va me rendre malade et puis la prochaine fois, j'en mangerai que deux. Mais en étant sérieux, je veux dire, voilà, là aussi, c'est tout en nuances. Je veux dire, Ouais, c'est, c'est une possibilité, mais moi ayant encore parfois des comportements addictifs, je l'ai, hein, ce 10e morceau de chocolat où je me dis, ah, la prochaine fois je le fais pas. ouais, ben, tu Ça me sais, reprochera essaye, pas. essaye. Alors, je vais te donner une bonne solution. Tu essayes Vas-y, 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 donne-moi. avec des fils dénudés, tu vois. Tu les mets dans une prise. Tu vas te prendre une bonne décharge. Tu vas voir que tu ne mettras plus jamais tes fils dans la prise. Tu verras, plus jamais tu mettras les fils dans la prise et tu feras attention. C'est vrai, mais c'est pas la même, c'est pas, on le sent pas. Tu vois, c'est cette phrase qui me revenait hier et que j'aime beaucoup, qui est en anglais, qui dit hard choices, easy life, easy choices, hard life. Et c'est en fait, c'est quand est-ce que tu vois les conséquences de tes actions, qui dit en gros, des choix difficiles te mèneront à une vie facile et des choix faciles te mèneront à une vie difficile. C'est-à-dire que, bah oui, c'est facile de prendre mon carré de chocolat parce que là maintenant c'est un plaisir immédiat, mais demain, je devrais porter le poids de mon carré de chocolat en plus. Alors que si maintenant je prends la décision parfois plus difficile qui est ok, je vais pas prendre le chocolat, demain je serai allégé de mon carré de chocolat et donc la vie elle sera plus facile. Mais sauf que l'être humain il fonctionne pas comme ça. Le futur, même proche, c'est déjà trop loin. On est tellement dans l'instant et dans la satisfaction et dans le plaisir instantané, encore plus aujourd'hui avec la technologie et la vitesse à laquelle ça va, qu'on a ce besoin en permanence de, Tu tu vois, ne te soumettras pas à la tentation, hein, ça fait partie des. Ah, ça dépend de quelle tentation, avec qui et comment et de quelle façon. On va revenir sur ça. Et pour revenir sur ça, justement, parce que tout à l'heure, tu avais évoqué le fait que, il y avait des comportements inexcusables et qu'en même temps, bah, il y a besoin de pardon et il y a un amour inconditionnel. Comment toi, tu t'accueilles ça? Comment tu vis le pardon face à des actes inexcusables ou que toi, tu considères comme inexcusables? Et comment tu vas... Ouais, c'est quoi ton rapport au pardon et à l'amour inconditionnel face à des personnes qui, pour toi, ont commis des actes Quand euh, quand je parle d'actes inexcusables, c'est viol d'enfants, femmes tuées. Ben, dans ma tête, c'est encore très mélangé, hein. Je veux dire, Ok. j'ai vraiment de gros problèmes avec ça. Moi, c'est pas que je me rabatte, mais j'ai l'enseignement de la Bible et de l'amour de l'autre qui font que je me raccroche un peu à ça. Parce que d'un côté, je me raccroche à ça et je dois pardonner. Et de l'autre côté, j'ai envie de le couper en deux, quoi. Donc, tu vois, je veux dire, donc mais heureusement, le côté pardon et le côté donc chrétien prend le dessus. Parce que Ok. sinon, on finirait dans l'anarchie totale, quoi. Je veux dire, ça voudrait dire que tous les gens dans la rue prennent le fusil et se font justice eux-mêmes. Je veux dire, donc, il n'y a qu'une justice, c'est celle de Dieu, pour moi, hein. Je veux dire, il n'y a qu'une justice, c'est celle de Dieu. Donc, je l'impose pas. J'essaye d'expliquer aux gens pourquoi, parce que, je veux dire, ben, on est que de passage sur Terre, hein. Je veux dire, un laps de passage, on va dire, on va vivre 70, 80, enfin un peu plus de 70 parce que j'y arrive, bon. Mais on va vivre 80, 90, 100 ans, peu importe, selon les personnes. Je vais dire, mais c'est un laps de temps très court. Un laps de temps très court quand on voit ce qui a été fait sur Terre il y a des millénaires. Pour revenir entre guillemets à ça, c'est la fleur de vie qui a été découverte et
on l'a daté à 60 millions d'années avant Jésus-Christ, qui a été découverte sur des temples hindous. On l'a retrouvé en France, on l'a retrouvé en Chine, on l'a retrouvé au Japon. Donc, il y a eu des civilisations et des choses qui se sont passées avant nous, je veux dire. Et donc, on a ça ancré en nous en plus. Hein. Et donc, on est vraiment sur un laps de temps très court sur la vie terrestre. Donc, Ouais. autant faire que ce temps très court, on puisse le faire avec de l'amour et du partage. Je veux dire, après, comment pardonner, c'est difficile. C'est difficile, mais T'as des pratiques ou des manières pour toi ou juste tu vas puiser un peu la pratique pour pardonner, c'est la prière. Et puis, essayer dans la mesure du possible d'aller rencontrer des personnes qui ont fait justement ces actes-là. Je devais aller dans les prisons, puis ça s'est pas fait encore, mais ça, je pense que ça se fera pour essayer de comprendre. Et même si c'est pas la même religion, de toute façon, elles sont toutes reliées les unes aux autres. Et donc, essayer de comprendre la personne et souvent on s'aperçoit que malheureusement le contexte vécu vient encore d'avant, hein, de la naissance, du niveau dans lequel on a été élevé, comment on a vécu les choses. Et il y a des gens qui vivent dans des pays. Alors on dit, et ça c'est vrai, j'en suis persuadé que selon où tu nais et où tu atterris à ta naissance, t'as pas du tout la même vie, quoi. Je veux dire. Et c'est clair que dans des pays où les gens naissent dans des pays en guerre et qui sont en guerre depuis des centaines, voire plus d'années, je veux dire, ils vivent pas dans le même contexte que nous et ils ont pas les mêmes comportements que nous. Parce que eux, ils vivent dans la survie. Nous, on vit dans la vie. On vit dans la vie, on mange bien, on dort bien, parce qu'il faut pas se plaindre non plus tous les jours. Hein, je veux dire, faut que les gens soient conscients de ça aussi. On a quand même, entre guillemets, une belle vie. Je dis pas que tous ceux qui vivent en France ont une belle vie. Il y a des malheureux aussi. Et justement, si on peut les aider, ce n'est que mieux. Hein. Moi, je fais beaucoup d'humanitaire et beaucoup de dons aux associations. Mais je veux dire, on a quand même, entre guillemets, quelque chose de positif. Et ceux qui, malheureusement, vivent dans des pays en guerre depuis des années et des années, eux, ils vivent dans la survie. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc, il faut essayer de comprendre aussi ça. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. C'est pas évident. Après, en même temps, moi, j'ai pas mal d'amis qui vont souvent à Jérusalem ou qui ont vécu à Jérusalem ou en Israël et qui me disent que le fait que la mort soit présente fait que ils ont aussi un rapport et un goût à profiter de la vie. Alors, moi, j'étais à Mais Jérusalem, hein. je pense que ça va dépendre effectivement si c'est un conflit de survie très très précaire ou c'est la mort au truc tous les jours ou si, en tout cas, que la présence de la mort les amène à vivre beaucoup plus pleinement. Moi, on m'a dit que les vendredis soirs, les soirs de Shabbat, parfois c'était la fête totale, que les gens s'éclatent, que les gens s'amusent, et puis ça peut aussi amener beaucoup de vie. Mais moi, j'avais été en Israël. J'ai un copain là-bas qui est Samuel, qui vit en Israël. Elle nous a fait visiter tout Jérusalem, comme on peut pas le visiter, quoi. Je veux dire, il nous a amené dans des endroits de fou, quoi. Donc c'était génial. Et puis on a été bien sûr au mur des Lamentations, sur la pierre tombale. Enfin, on a fait des trucs de malade, quoi. Mais en plus, tu te sens bien quand tu es là-bas. Tu sens pas on te dit toujours attention, tu vas à Jérusalem. C'est dangereux ou quoi. Écoute, franchement, je me suis jamais senti aussi bien que là-bas. Aucune animosité. Pourtant, il y avait toutes les races et des populations différentes. Et alors, mais d'une tranquillité, mais waouh. J'ai dit, c'est quand même folie, quoi. Ah, c'est marrant parce que ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure qu'en Israël, moi tous les échos que j'ai, c'est que les gens vivent plutôt avec beaucoup de grâce et d'harmonie visiblement. Ouais. Moi, j'ai senti aucune animosité, ni aucun regard déplacé, enfin rien, quoi. Je veux dire, j'étais vraiment bien. Et j'avais une question justement sur est-ce que tu t'es déjà autorisé à partager les deux à quelqu'un, à lui dire écoute, il y a mon pardon et mon envie de t'accueillir et en même temps j'ai envie de te casser la gueule. Mais avec amour, tu vois, est-ce que tu t'es déjà autorisé à partager les deux en disant mais tu vois parce que pour moi ça peut être dit avec amour là franchement moi quand j'ai avec Oui, mon pote oui, je oui, fais je comprends ce que tu veux dire. je t'aime mais j'ai envie de te péter la gueule parce que là tu me saoules. Je t'aime, je t'accueille, j'entends mais là tu me saoules. Bah, c'est un truc plus petit. Mais tu veux dire c'est que tu vois l'autre jour je faisais une séance de médecine
Et mon chaman que j'adore, qui est un ami, je lui fais, mais t'es con, qu'est-ce que t'es con, mais il y a des fois tu me fais chier, et qu'est-ce que tu me fais chier. Mais c'était dit tellement d'un espace d'amour qu'il était en larmes et j'étais en larmes parce qu'il entendait à travers mes mots, putain, aime-toi. Tu me casses les couilles quand t'es dans tes plaintes, dans tes trucs, et que dans cette énergie de putain, t'es con, c'était une déclaration d'amour infinie et qu'il l'a touché, il l'a entendu et qu'il était en larmes et que je sais que ça l'a touché. Donc là, c'est un cas différent parce que c'est des Ouais, ouais, degrés ouais, ouais. différents. Mais que je trouve que parfois le putain, mais t'es con est une déclaration d'amour quand ça vient de mais putain, je t'aime, mais là, tu fais de la merde. Alors moi, ça m'est arrivé de dire à des gens, pas comme ça, mais Ok. ça m'est pas dans ces termes, mais oui, ça m'est arrivé déjà de dire à des gens, écoute, franchement, là, tu me gonfles, quoi. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. C'est pas bon. Je veux dire, mais j'essaye toujours de trouver le pourquoi du comment. Donc, Ok. si tu veux, avant de dire ça, j'ai déjà, avant de dire ça, un semblant de réponse en moi qui va me Ok. permettre de pouvoir lui expliquer pourquoi. Je veux dire, voilà, tu me gonfles parce que je veux dire, tu as des a priori sur ça, mais est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as mis ses pieds dans ses chaussures pour ça, pour pouvoir dire ça? Je veux dire, et donc, et ça, c'est tellement important de pouvoir dire à quelqu'un, non, non, ben, ce que tu fais, ben, comme dans tes termes, c'est de la merde, mais de lui expliquer, mais avoir déjà une réponse, donc tu as déjà réfléchi, pourquoi tu vas lui dire que c'est de la merde? Parce que Hmm. tu as déjà réfléchi, tu dis, voilà, parce que il y a ça qui ne me convient pas, et il y a ça qui est pas bon, et ça, je trouve que ce que tu fais, c'est nul, mais c'est moi qui le pense. Enfin, s'il faut, c'est pas nul du tout, mais c'est ce que je pense. Et je veux dire, et là, tu vas, même si c'est quelqu'un avec qui tu penses qu'il fait de la merde ou qui est pas bien, tu vas déjà engager un dialogue. Ah ouais. Et la chose, elle est différente. Donc, il faut toujours être. Je dis pas que c'est évident, hein, parce que des fois j'ai un autre côté qui ressort, mais je veux dire, c'est pas évident d'être toujours dans la compréhension et le dialogue, mais c'est tellement important, parce que je veux dire, on risque de se bloquer soi-même et de, parce que moi je suis juste un peu jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que c'est pour ça que je prends toujours des gants et j'essaye toujours de chercher des réponses parce que je sais que j'ai un côté qui est très tranchant. Donc, et ce côté-là, il a été mis un peu de côté avec une belle enveloppe, une belle peau autour qui protège ces tranchants-là. Voilà, c'est pas Bill Kill 2, hein, ni le 1, mais je veux dire, voilà, c'est toujours le tranchant, toujours amorti dans quelque chose de souple et de soyeux pour pouvoir avoir un tranchant plus abordable et plus raisonnable. Intéressant. Je crois que moi j'aime bien les deux. J'aime bien celui-là et parfois après moi c'est mon image, mais tu vois si je dois couper une jambe, je préfère que tu y ailles d'un coup avec un sabre qui passe d'un coup que tu y ailles tu vois par petit. Ouais, c'est sûr que si tu vas une scie égoïne, ça fait plus mal, hein, Voilà. Donc pour moi parfois il y a mais c'est avant que tu les coupé, avant que tu les coupé avec une scie égoïne, la personne avec qui tu la coupes avec une scie égoïne, elle va peut-être revenir sur ce qu'elle a dit et elle va comprendre, elle va peut-être comprendre. Une fois qu'elle a plus la jambe, elle a plus la jambe. Alors que là, avec une scie égoïne, si tu veux, au bout de deux, trois trous faits par la scie égoïne, elle va se dire, attends, là, oh là, il y a quelque chose, là, non, non, ça fait trop mal, il y a un problème, quoi. Je veux dire, donc, si t'es tranchant, c'est mort, c'est fini. Je veux dire, il y a plus de jambes. Alors que la scie égoïne, eh ben, tu vas pouvoir rentrer dans le vif du sujet, et c'est le cas de le dire. Et là, ça veut dire que ben, ces petites dents qui commencent à rentrer ou ces petits mots que tu vas commencer à dire, ils vont pouvoir avoir une conséquence et tu vas t'arrêter et elle va peut-être garder sa jambe. c'est vrai. Mais après pour moi c'est en fonction du contexte, en fonction de la chose. Oui, Je pars vraiment d'une jambe gangrénée où il faut la couper. Et là c'est nécessaire de la couper. Et moi c'est vraiment quelque chose qui m'a euh, justement réconcilié avec. J'ai eu un coaching business avec quelqu'un et j'ai l'impression d'avoir. C'est pas j'ai l'impression.
j'ai appris ce que c'était pour moi l'amour au masculin dans le côté plus vraiment tranchant. Et dans ce que j'ai senti, c'est je ne laisserai passer de l'amour, je ne laisserai passer que chez toi de l'amour. Et tout ce qui n'est pas amour, en gros, dans sa posture, c'était moi, tout ce qui était pas, tout ce qui venait de chez moi qui n'était pas amour, c'était. Et donc ça a été, j'en ai chié. Mais il y a eu cette beauté où pour moi, il a tenu ce cas de, ok, là, je coupe et je coupe. Non, mais Marc, tu t'as mal, ok, mais c'est pas grave, je coupe et j'y vais et j'y vais et j'y vais. Et donc pour moi, c'est vrai qu'il y a ces deux postures. C'est quelque chose qu'on peut me dire, c'est que parfois, justement, dans mes limites et mon truc, il y a une forme de légèreté. Et en même temps, en ce moment, je découvre, pour moi en tout cas, ben, on pourra en revenir après dessus, ça fait 2 fois que le sujet revient, mais j'ai d'autres questions avant, que dans mes relations amoureuses, si parfois je suis pas tranchant comme ça, et que si je suis pas vraiment affirmant mon masculin, ma présence, ben en fait, l'autre entend pas ma limite, entend pas ma valeur, et entend pas que je me respecte, et que là, c'est chez moi, et que ce comportement, il fonctionne pas. Oui, mais dans un rapport amoureux avec une autre personne, je veux dire, on perd pas ses valeurs justement? Parce que je veux dire, on se donne complètement et entièrement et on oublie tout ce qui peut être quand c'est un amour total. Je pense on perd toutes ces lignes, parce on s'abandonne complètement. Alors moi il y a 2 choses, c'est marrant, j'aime bien, c'est vraiment ça a été mon sujet parce que je me suis séparé il y a 3 semaines, je pense que l'épisode ça fera plus longtemps quand il partira. Et moi ma compréhension en tout cas c'est m'abandonner à la relation, c'est comment je m'abandonne à la relation sans m'abandonner moi. Et j'ai longtemps cru, en tout cas c'est vraiment moi ma découverte dans ce moment, que m'engager pleinement justement dans une relation c'était dire oui à tout, c'était être cœur ouvert. Et aujourd'hui en fait, je réalise que m'engager pleinement dans la relation, c'est engager pleinement qui je suis avec mes valeurs, mes oui, mes non. Et que j'adore que mes lignes bougent. Et c'est un truc que tu disais au début, et c'était quelqu'un qui disait ça un jour, et j'avais adoré ça, qui disait, il n'y a rencontre que quand tu te laisses altérer par l'autre. Bien sûr. Si tu es dans une rencontre et que l'autre ne t'altère pas, ne te bouge pas, il n'y a pas de rencontre. C'est 2 personnes qui marchent côte à côte. Et donc pour moi, évidemment que j'ai envie que l'autre bouge mes lignes, et j'ai évidemment que j'ai envie d'apprendre à bouger mes lignes avec l'autre. Mais avant, c'était tellement flou, et aujourd'hui, il y a vraiment un truc de je m'engage pleinement aussi avec mes limites. Je m'engage pleinement avec mes noms, et je vois qu'à la seconde où j'ai fait ça, et en ce moment, ma vie est complètement en train de changer dans toutes mes relations. Et même ChatGPT, je partageais un mail à mon voisin avec qui on a un désaccord, et je demandais à ChatGPT de vérifier l'orthographe, juste pour vérifier l'orthographe. Il me fait, ce message est très bien, il convey très bien l'idée de je te tends la main, et en même temps, je ne vais pas me faire marcher dessus. Et donc pour moi, c'est trouver ce juste milieu entre je m'abandonne complètement et je suis présent à toi. Et en même temps, là, cet espace-là, c'est pas juste que tu viennes ici, ou c'est pas juste que je te dise que ça fonctionne, alors que pour moi, ça fonctionne pas. Oui, mais alors l'abandon total, je veux dire, je pense il est nécessaire. Ouais. Et moi, je pense qu'il est nécessaire de même pas avoir de limite. Mais c'est pour ça que c'est très rare. Je pense que c'est très rare l'amour inconditionnel et la symbiose de deux personnes. Elle est quand même assez rare parce que ça veut dire que toi, tu t'abandonnes complètement, l'autre personne s'abandonne complètement et ça fait une symbiose complète. Et je veux dire, tu n'as aucun défaut, elle n'a aucun défaut. Tu aimes ce qu'elle est, elle aime ce que tu es, et c'est ça l'amour complet. C'est-à-dire que c'est l'amour. Il y a plus qu'un amour. Il n'y a pas toi ton amour, elle son amour. Il y a un amour. Et l'amour, c'est aimer ce que fait l'autre, et l'autre aime ce que tu fais. Mais aimer, c'est pas genre aimer aller à un repas, manger aux chandelles ou quoi. C'est le quotidien. Mais donc pour toi, c'est vraiment ouais, s'abandonner et faire complètement un avec l'autre. Pour moi, c'est l'abandon total. C'est-à-dire que toi, tu ne te poses plus de questions, l'autre ne se pose plus de questions, puisque de toute façon, les questions que tu te poses, elle se les pose aussi. Les réponses que tu vas avoir, elle va avoir les mêmes. Donc, je veux dire, c'est un abandon total parce que c'est une symbiose totale entre l'un et l'autre. Donc, il n'y a plus de questions, il n'y a plus on réfléchit plus à ce qu'on va faire ou ce qui est bien ou pas bien, parce que de toute façon, on sait que c'est bien.
on sait que c'est bien. Et l'autre, quand tu sais que c'est bien, l'autre sait déjà que c'est bien. Donc c'est quelque chose de rare. Hein. C'est pour ça que je veux dire l'amour inconditionnel, il est quand même rare. Mais je veux dire, il existe. Et après, ça n'empêche pas que toi, si tu fais de la guitare, tu continues ta guitare. Si elle fait de la danse, elle continue à faire de la danse. Mais il n'y a pas de question à se poser. Je veux dire, c'est naturel, c'est comme ça. Je veux dire, il y a plus aucune question entre l'un et l'autre. Il y a une acceptation de ce que fait l'autre, et ce que fait l'un et ce que fait l'autre. Donc il y a plus de questions possibles, puisque de toute façon, vous avez déjà les réponses en vous. Alors, ma question, je parlerai de mon anecdote plus tard. Qu'est-ce qui a fait que, donc tu as été marié 3 fois, tu as 2 enfants, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui a fait que ben ça a pas pu perdurer ou moi j'aime bien dire que j'aime bien dire que la relation s'arrête ou qu'elle est complète, qu'on avait vivre un truc et qu'il y a quelque chose qui est complet et qu'on passe à autre chose. Qu'est-ce qui a amené à la complétude de ces relations ou qu'est-ce qui fait que bah ça, ce dont tu me parles, qui a l'air somptueux, est-ce que ça s'est passé, ça s'est pas passé, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui s'est Non, passé? moi, ça s'est passé un laps de temps. Ça s'est passé un laps de temps, puisque un, ça a duré 7 ans, l'autre 10 ans. Je veux dire, donc c'est des laps de temps quand même assez longs. Ouais, Je veux dire, donc c'est des relations, et je suis encore très très bien avec tout le monde. Hein. Je veux dire, je m'entends très bien, on se voit, on mange ensemble, on partage ensemble, que ce soit l'une ou l'autre. Je veux dire, peu importe, on a toujours les mêmes relations, les mêmes relations. Et maintenant, je suis passé vraiment à autre chose dans la mesure où je me consacre plus à l'humanitaire, aux associations ou autres. Mais il n'empêche que l'amour est toujours là. Donc c'est l'amour différent, mais c'est toujours de l'amour. Et donc moi j'ai gardé absolument de bonnes relations avec tout le monde et ça se passe très bien, très très bien, très très bien. Et on n'a pas de regrets parce que je pense que l'une comme l'autre, on a vécu les bons moments qu'on devait vivre ensemble. Et une fois qu'on a vécu ces bons moments, ben on est passé à autre chose. ok. Et je veux dire que ce soit moi ou le conjoint, on a voulu passer à autre chose. Donc il n'y a Donc, pas eu, il y a pas eu de dispute ou de désaccord profond, c'était plus aucun, vraiment la relation où l'histoire est complète, on a vécu ce qu'on avait à vivre, maintenant on va vivre autre chose. ouais, il y a eu aucun conflit avec personne. Waouh, ok. Donc c'est voilà puis la vie elle continue et puis il y a encore des belles choses à faire et moi j'ai une ex qui m'a présenté son nouveau compagnon et puis on a mangé ensemble, on s'est éclaté, on a rigolé et puis c'est génial. Top. Et alors il y en a eu 3, parce que là t'en parles que de 2, il s'est passé quoi avec la troisième? Où on n'a pas le droit d'aller. Non, mais ça a été pour les trois, ça a été pareil. Ça a Ok, été pareil pour les trois. Et, la première, ça a été peut-être un peu plus dur parce que je me suis marié, j'avais 18 ans et demi. Alors, je waouh, me suis marié très jeune. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de conflit, mais c'était moins. Moi, je cherchais plus une famille qu'une femme à ok, l'époque. Parce que moi, mes parents, quand on est revenu d'Afrique, on est revenu en France d'abord à Lyon et puis là à Saint-Laurent-du-Var. Et donc j'ai vécu un peu tout seul avec mon frère. Et c'est vrai que je manquais un peu de famille et j'avais besoin de retrouver un côté familial, ce que j'avais retrouvé avec ma première femme. Et donc et ce côté-là me manquait énormément, ce côté affection, ce côté père, mère, voilà. Ça, c'est une blessure que j'ai en moi et qui restera gravée toute ma vie, quoi, je veux dire. ah ouais, ouais, j'entends Mais le besoin de, on a tous nos blessures, hein, de toute façon. Hein. Chacun a ses blessures. Hein. bien Je veux sûr. dire, et après, ben, les blessures que l'on a, souvent, on les revit au quotidien en plus parce qu'elles ressortent constamment. Elles ressortent constamment, ces blessures-là. Si, si on n'a pas d'affection, si on manque d'amour, en étant jeune, c'est difficile après de donner de l'affection et de l'amour. Alors moi, heureusement, j'ai trouvé une voie qui me permet d'avoir retrouvé l'affection, l'amour, mais c'est pas évident. Hein. Je peux comprendre beaucoup de personnes à ce sujet-là parce que je l'ai vécu et je dis pas que je le vis bien parce que quand je repense à ça, je pense que j'ai loupé beaucoup de choses avec mes parents, quoi. Et ça sera toujours un regret éternel. Ah, Ça sera toujours un regret. t'as des regrets avec tes parents de ne pas avoir partagé, communiqué De ou dit des pas choses? avoir, ouais. Je dis, alors mes parents m'ont aimé, bien sûr, comme tous les parents aiment leurs enfants.
Et je leur en veux pas du tout. Ils m'ont aimé à leur façon. Mais je veux dire, moi à l'époque, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup indépendant. Euh, j'allais, euh, j'allais faire de la mobilette alors qu'on n'avait pas le droit d'avoir de mobilette. J'allais faire des trucs de fou parce que j'étais comme ça. J'étais déjà un peu rebelle. Et Ah ouais, le Dennis Hopper de Easy Rider était déjà en toi. j'étais déjà un peu rebelle, puisque à l'époque, j'avais même. Alors, vous allez rigoler, mais j'ai pris une couverture de mon père. Il avait une 404, donc ça remonte loin. Hein. Il avait une 404 gris métallisé, je m'en rappelle plus, je m'en rappelle. Et j'avais pris une couverture qu'il avait dans le coffre. J'avais fait un trou dedans. Je le mettais comme un pancho. Et j'avais pris une vieille ceinture en tissu que je mettais autour de la tête, parce que là j'ai les cheveux courts, hein, là, hein. Je les avais beaucoup plus longs que ça. Hein. Et sur le bandeau, j'avais cousu des pièces parce que j'étais contre l'argent. J'avais cousu des perles rouges parce que j'étais contre la guerre et des perles noires parce que j'étais contre le racisme. Donc, mais ça j'avais 16 ans, quoi. Je veux dire, c'était 15 ans, c'est un truc de fou, quoi. Donc la Génial. couverture, elle était cachée dans un coin. Hop, quand je partais à l'école, je récupérais la couverture et le bandeau et je me mettais ça en arrivant à l'école. Je passais peut-être pour un gaga à l'époque, mais c'était comme ça. J'étais peace and love et puis j'y croyais fermement, quoi. Ah, c'est cool. Bah, Donc le justement, peace and love, il est toujours là. Hein, c'était une des questions. Comment, ouais, ta vision de l'amour ou ton rapport à l'amour a évolué entre, parce que je sais que donc t'as grandi à Nice, ensuite il y a eu une période plus Easy Rider moto, puis il y a eu les Templiers, puis il y a eu l'orthodoxie, puis il y a eu les mariages. Comment, comment chaque chose a enrichi ta vision ou ta manière d'aimer, ou ça a été quoi les grandes étapes pour toi ou les grands ouais, moments ou les grandes prises de conscience pour améliorer bah, ta présence, ta bienveillance, voilà, ça a été. Moi, la plus grosse prise de conscience, ça a été il y a un peu plus de 20 ans maintenant, à peu près 19 ans ou ouais, quelque chose comme ça, où j'ai rencontré justement un métropolite qui m'a dit, avec qui je discutais, et je lui avais dit, il me dit, mais qu'est-ce que c'est tes rêves à toi? J'ai dit, mais moi, mes rêves, j'aurais voulu être vétérinaire parce que j'adore les animaux. Je voulais être berger parce que j'ai dit, moi, les moutons, je trouve que c'est tellement joli et j'adore les bergers. Et sinon, je voudrais être curé. Et il m'a dit, ah bon? Il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'empêche maintenant de réaliser un de tes trois souhaits? Je fais, ben, rien. C'est parce que j'ai peut-être pas eu la volonté ou j'ai pas cherché à le faire. Il me dit, mais si tu veux, tu peux venir en orthodoxie et tu peux venir, tu seras d'abord lecteur et tu auras le temps de voir si ça te plaît. Et donc là, j'ai enquillé lecteur, après j'ai été sous-diacre, après j'ai été diacre, et je me suis retrouvé vraiment là dans un moment de plénitude totale où j'ai aimé ce que je faisais, quoi. J'ai aimé ce que je faisais, et donc j'ai continué, tout en gardant quand même ce que j'avais fait d'avant, parce que je veux dire, avant, j'avais des amis donc, qui étaient toujours templiers. J'avais des copains qui faisaient de la moto. J'étais très bercé par un ami qui était celte, enfin, qui faisait des combats celtiques et tout. Et je m'étais régalé, moi, avec toute la culture celte, avec le fameux arbre Hydrasil, l'arbre de vie, qui est, wow, qui est fantastique, quoi. Avec les trois racines, une racine qui va vers le monde des dieux, une racine vers le monde des morts, une racine vers le monde des vivants, l'arbre qui porte les 9 mondes, voilà, avec Thor, avec Odin, avec toute cette culture-là qui est magique. Voilà. D'ailleurs, ça m'a permis à l'époque de faire des solstices, des solstices d'été, donc avec tous les gens dans un cercle, et c'était magnifique. C'est magnifique, parce que là aussi, c'est qu'il y a du partage d'amour, hein, de toute façon. On parle de choses et d'autres, on peut parler de n'importe quoi, mais dans tout ce que j'évoque, c'est quand même que de l'amour. Il n'y a jamais eu de prise de tête ou d'animosité envers qui que ce soit. Il y a des gens avec qui je suis resté ami et avec qui on se voit et on partage. Et puis il y en a d'autres qui s'en vont naturellement. Hein. Je veux dire, mais c'est comme ça, c'est la vie.
Je veux dire, on peut pas entretenir des relations intimes ou amicales ou peu importe avec tout le monde. Je veux dire, il y a des gens quand ils vous aiment pas, ils vous aiment pas. Et puis je veux dire, c'est comme ça. Puis on peut pas plaire à tout le monde non plus. Hein. Ah, mais pour toi, ouais, de toute façon, on peut pas plaire, et c'est bien de pas plaire à tout le monde, parce que si, pour moi, il y a vraiment ce truc de si je plaisais à tout le monde, je saurais pas ce que c'est plaire. J'ai besoin qu'il y ait au moins une personne à qui je ne plais pas pour savoir ce que c'est plaire, pour pouvoir Hum. expérimenter ça quand on reparlait de paradoxe. Et pour moi, il y a une vraie différence entre plaire et aimer. Enfin, tu vois, quand tu parles d'amour inconditionnel, pour moi, c'est possible d'aimer inconditionnellement tout le monde. Même si la personne me plaît ou me plaît pas, je peux lui donner de l'amour, je Oui, peux lui mais envoyer de l'amour. tu parles d'amour inconditionnel, il n'y a plus cette chose de plaire ou pas plaire, tu t'en Non, fous. ça n'existe En fin plus. de compte, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Mais je peux comprendre que tu peux ne pas, des gens ne peuvent ne pas t'aimer ou tu ne plais pas à certaines personnes parce qu'ils ont leurs critères, ils ont leur cadre et où tu arrives, enfin quand je dis t'arrives, c'est pas obligé, mais je veux dire où tu peux leur expliquer ce que tu es et ils vont se poser la question et quand ils se posent la question, c'est déjà gagné. Je veux dire, mais s'ils se posent pas la question, c'est que bon, ben, ils veulent rester comme ils sont et il y a pas de dialogue possible. Il y a des gens comme ça qui sont fermés. Ouais. Mais dans la mesure où tu tombes sur des gens ouverts, je veux dire, ben, tu peux dire, moi, tu m'aimes pas, je peux recevoir que tu m'aimes pas. Je veux dire, c'est naturel et c'est humain. Je veux dire, mais voilà, qu'est-ce qui te plaît pas en moi? Ben, ça. Je fais, voilà, mais il y a ça, parce que ça. Et après, à toi de faire ce que tu as envie de faire. Si y a aucun souci hein, là-dessus. Ah, ça c'est sûr. Et pour moi, c'est marrant parce qu'il y a vraiment cette distinction entre plaire et aimer. Comme tu le dis, pour moi, plaire, c'est quelque chose de l'ordre de la personnalité, de l'ego, dans le sens positif, parce que pour moi, la personnalité et l'ego ont une qualité. Elles peuvent être, on peut avoir une personnalité calée ou décalée, ou un faux ego ou un vrai ego, un truc qui est au service ou pas au service. Et que pour moi, plaire, c'est tu coches des cases chez moi. C'est j'ai grandi dans un milieu comme ça, j'aime les femmes comme ça parce que ma mère ou mes premières chéries ou mes premiers émois étaient comme ça, et tu viens cocher toutes les cases à l'intérieur de moi. Ça, c'est au moment de la rencontre, c'est l'excitation, c'est tu viens cocher des cases chez moi. Tu me plais. Je t'aime, ça n'a plus rien à voir avec moi. C'est je t'aime Ah non, toi mais parce que c'est toi. Je t'aime toi parce que c'est toi et que cette unicité n'existe que chez toi. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai découvert je l'avais déjà entendu dans ma dernière relation, c'était une de mes pièces de théâtre préférées où à un moment il s'engueule dans une pièce de théâtre qui s'appelle Irrésistible. Et c'est ma pièce préférée, ça a été écrit par mon demi-frère, par Fabrice Roger-Lacan, et j'adore cette pièce où en gros elle passe l'après-midi avec un homme qu'elle considère comme irrésistible. Et son chéri attend à la maison en se demandant est-ce qu'il est irrésistible? Et à un moment ils arrivent dans cette discussion en se disant mais c'est sûr qu'il existe sur cette planète Terre des hommes qui sont plus beaux, plus forts, plus drôles, plus ah intelligents, ben, qui baisent mieux. bien sûr. Et je l'ai dit un jour à ma chérie, je dis, c'est une évidence, ma chérie. C'est Ben une oui. évidence qu'il y a quelqu'un qui, d'un point de vue critères et cases, coche toutes les cases plus que toi. Mais elle ne sera pas toi. Et donc, je m'en fous qu'il y ait quelqu'un qui ait tout en plus, qui ait peut-être un sein mieux, qui ait peut-être une personnalité plus. Je m'en fous parce qu'elle sera pas toi. De la même façon que il existe des hommes sur Terre qui sont sûrement plus beaux, plus sympas, plus intelligents que moi. Mais je m'en fous parce qu'ils seront pas moi. Ils auront pas cette vibration unique, cette Et qualité bien, unique. son ego, ouais, il est plus beau que moi. Bon, mais c'est rare déjà. Mais, Oui, mais c'est sûr que ça existe et c'est très bien. mais bien sûr. Je veux dire, de toute façon, je veux dire, quand il y a une personnalité, c'est un tout. C'est un physique, c'est un mental, il y a tout qui coche les cases, mais même sans savoir, même sans le savoir, c'est parce que on revient à la vibration, mais c'est cette vibration qui passe entre les deux et qui Bien font sûr. que waouh, pourquoi, alors que sûrement il y a une fille qui va passer à côté qui est peut-être, je dis entre guillemets, peut-être 100 fois plus jolie, mais tu t'en fous, c'est elle que tu vois, l'autre tu la vois même pas, quoi, je veux dire. Mm. Et c'est marrant parce que vraiment sur la personnalité, là, j'accompagnais quelqu'un il y a pas longtemps qui me disait ouais, j'en ai marre quand même parce que je suis belle ici et ça. Je fais mais ça fait partie de toi, tu peux pas l'enlever. Par contre, et Bah pour oui. moi c'est un truc que longtemps j'ai mis à parce qu'un jour mon meilleur pote m'a envoyé un truc super méga violent en me disant les gens te kiffent que parce que t'as de l'argent et que t'es beau.
sur l'époque, je pense que je l'ai pris mal et aujourd'hui, mais oui, les gens ont le droit de m'aimer parce que je suis beau et que j'ai de l'argent. Ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vibration, ça fait partie de Ben, ma création, ça fait partie de comment. Mais je me limite pas à ça. Je suis 1000 fois plus que ça. Et c'est mais pareil t'as pour vu? une belle femme. C'est pareil pour une belle femme. Laissez les hommes vous aimer parce que vous êtes belle. Ça fait partie de vous. Ça fait partie de comment vous êtes construit. Mais vous Ben, bien sûr. limitez pas à ça et empêchez pas l'autre de vous aimer parce que vous avez des moyens financiers ou parce que vous êtes belle ou parce que vous avez un don à la guitare, parce que vous êtes bon cuistot. Ça fait partie de vous. Laissez-vous aimer dans votre globalité. Oui, puis c'est pas parce que tu aimes quelqu'un ou que tu es bien avec quelqu'un que ça t'empêche t'as des yeux et tu peux regarder quelqu'un d'autre passer. Je veux dire, et c'est pas pour ça que tu vas penser tout de suite à autre chose, mais ça fait rien, ça fait partie du plaisir des yeux aussi. Quelqu'un qui est belle, parce que belle ça veut rien dire, mais qui a tes critères de beauté, je veux dire entre guillemets, je veux dire peut-être je n'aurais pas les mêmes critères de beauté, mais je veux dire en attendant, j'ai des yeux, je vois passer, je dis oui, waouh, putain, elle est magnifique cette fille. Mais Ouais. bon voilà, parce que ben, ça fait plaisir à voir. Je veux dire comme tu vas voir passer un oiseau dans le ciel, tu dis waouh, putain, qu'est-ce qu'il est beau ce faucon ou qu'est-ce qu'elle est belle cette tourterelle ou qu'est-ce qu'elle est belle cette fleur. C'est le plaisir des yeux quand même. Je veux Bien dire, sûr. il faut pas le refuser ça parce que c'est dommage quoi. Ça veut dire que parce que là à ce moment-là tu rentres dans l'interdit. Je m'interdis. Non, t'es interdit de rien. Je veux dire, t'es bien avec ton tout. Et ben tant mieux. Je veux dire, ben voilà. Après rien ne t'empêche de trouver des autres choses belles. Hein. Je veux dire, heureusement d'ailleurs. Parce que sinon ça serait triste. Hein. Ouais, surtout que la beauté, je crois que c'était Socrate ou Platon, c'est une des trois questions fondamentales de qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste. Et que la beauté, même en maths, en mathématiques, quand une équation est belle, il y a de fortes chances qu'elle soit juste. Quand tu prends des objets de la vie de tous les jours, quand ils sont beaux, ils sont souvent plus pratiques que la beauté. Après, la beauté de nos corps et trucs, elle est en partie accentuée et co-créée par la société et tout, mais il y a quand même des critères qui font et des chiffres et des suites de nombres, et le nombre doré, et des trucs qui font que ça Bien sûr. fonctionne mieux que d'autres. Mais la beauté est Inscription à essentielle laquelle. dans notre vie, dans notre monde, dans notre société, dans notre cœur, dans nos maths, dans nos objets du quotidien, dans notre cœur, dans notre sexe, partout. C'est beau. La beauté est quelque chose d'essentiel. Ben moi, je me suis régalé. Parce que tu parles de Fibonacci, je me régale parce que je veux dire, je me suis éclaté en géométrie parce que je veux dire, tout est géométrie. Bien sûr. Et c'est la vérité, quoi, je veux dire. Ah ouais, moi je sais que c'est un truc. Ça me fait penser à ça. Bien sûr, ouais. Et la beauté, elle vient toujours de l'intérieur. Ça, c'est clair. Je veux dire, parce que c'est de l'intérieur que tu vas dégager toutes ces pulsions. Et j'ai lu, et c'est hier, j'étais mort de rire parce que je lis un truc et je tombe sur un message qui me dit quand tu prends un œuf et que tu casses la coquille, tout meurt. Quand la coquille se casse de l'intérieur, c'est la vie qui apparaît. Ouais. Et c'est tellement beau ça, et tellement vrai. Et parfois, c'est pour ça qu'il y a besoin Bah, moi, la personne qui nous a mis en commun, Angela, qui est aussi la coproductrice, que je remercie de nous avoir mis en commun, bah, parfois, il y a besoin de ce feu, de cette agressivité, de cette force pour pouvoir aller casser la coquille et qu'il y a besoin de cette flamme, de cette force. Et ça rejoint à ce qu'on disait bah, moi, ça me refait penser à ce qu'on disait tout à l'heure. Ok, l'extérieur m'envoie un truc qui vient briser mon cœur, mais en fait, je vais pouvoir péter la coquille qui m'empêche grâce à cette énergie, grâce à ce que me fait vivre l'autre, je vais pouvoir aller péter la coquille et regarder enfin ce qu'il y a autour de moi et découvrir le monde hors de ma coquille. Et donc, merci à cette personne. Ben oui, oui. Elle t'ouvre tout. En revenant sur Angela, c'est marrant parce que Angela, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Hein. Je ne la connaissais pas du tout. Je vais donc au temple bouddhiste parce on était invité pour le Vesak, la naissance de Bouddha et la mort de Bouddha, et on a planté d'ailleurs un arbre, l'arbre de Goji. Et, euh, et donc moi j'ai un ami là-bas inconditionnel qui est Tao Chang, donc c'est un vénérable de la pagode de Valence et qui est sur Paris. Et ben, je l'ai rencontré là-bas, mais alors vraiment du pur hasard, pur hasard. On s'est rencontrés, on s'est vus, on s'est regardés, et hop, on a entamé une discussion. Et où tu es, où tu habites, qu'est-ce que tu fais, et puis après elle m'a vu faire la cérémonie avec Tao, et c'était génial. Et après on a pu discuter, mais je la connaissais pas du tout. Hein. C'est très récent, Angela. Hein.
C'est Ouais, très très récent. Et pourtant, c'est bien passé. C'est vachement bien passé. Donc, tu vois, c'est pas une question de temps ni de longévité. C'est vraiment l'instant T, les choses qui se rassemblent et tu sais pas pourquoi. Et d'un seul coup, pom, ça fait tilt. Et tu sais pas pourquoi avec elle plutôt qu'avec une autre. C'est parce que ben, c'était le moment, c'est ce qu'il fallait. C'était une rencontre comme ça. Alors je crois qu'elle était jamais venue à Valence. C'est la non, première je fois crois qu'elle que venait à Valence. sur le temps, il a été montré que pour créer une amitié durable et quelque chose au-delà de, tu vois, parce que moi je comprends tout à fait cette personne, je l'aime et c'est naturel, il y a quelque chose qui fluide, mais après pour créer vraiment ce socle amical, en tout cas pour la majorité des gens, moi je pense y compris, il a dit qu'il faut en gros une quarantaine d'heures pour être pote, une centaine d'heures pour être ami et 200 heures pour vraiment avoir un ami très, voilà, un de tes meilleurs amis, il faut au moins passer 200 heures. Et justement, ça raccroche ça parce qu'il faut passer du temps avec l'autre, je pense, pour le voir dans plein de contextes. Et ça permet Bien aussi sûr. de voir la fluidité de nos valeurs. Je pense qu'à un endroit, quand tu rencontres Angela, vous partagez une forme de valeur, une forme d'amour, une forme d'expression. Bien Et sûr. c'est là où pour moi, il y a vraiment cette distinction entre mon amour peut être inconditionnel, mes relations sont conditionnelles. Elles ont des conditions de respect, de qualité, de bienveillance, d'amour. Voilà, je suis en train de faire la liste de mes non négociables, de mes valeurs sur lesquelles bah, je peux évoluer et avancer. Mais celles-là, si je les respecte pas, je vois qu'en fait moi je m'efface et je me dévalorise parce que j'oublie mes valeurs de respect, de bienveillance, de bonté et de la manière dont moi j'ai envie de les partager avec quelqu'un. Et donc j'en parlais à un de mes amis récemment qui me disait ah Marc, t'es encore en train de faire un truc intellectuel et tout, blablabla, blablabla, t'es encore dans ta tête. Tu fais ok, je suis comme dans ta tête. Mais pour moi, pour reprendre l'exemple que t'as avec Angela, quand tu la rencontres, parce que vous avez une vibration commune, parce que vous avez certaines valeurs, le dialogue passe tout de suite. Et donc je dis à mon pote, ok, d'accord, intellectuel. Mais tu te souviens, on est parti en vacances avec notre bande de potes là pendant 8 jours, on était 10 et on a une bande d'amis vraiment où on partage le même rapport à la spiritualité, à la sexualité, au chamanisme, aux valeurs du quotidien, à la vision des hommes et des femmes. Enfin, voilà, il y a des valeurs communes. Et entre nous, on peut partager de la tendresse, de la sensualité, on peut jouer à des jeux de société comme se faire des câlins, et on partage vraiment tout un univers ensemble. Et je lui disais, bah là, tu vois, à ce moment-là, quand tu vis ça et ça se fait naturellement parce qu'on a ces valeurs communes. Donc oui, il n'y a pas besoin de les dire, mais avec le temps, ces valeurs communes et les connaître et les savoir, bah, ça vient simplifier. Et je trouve que parfois aujourd'hui, en tout cas moi, c'est ce que j'ai pu constater dans certaines relations ou dans certaines personnes, c'est ok, je tombe amoureux, il y a cette excitation, il y a ce truc, mais il n'y a pas cette fluidité de valeur, il n'y a pas cette fluidité d'évidence de bah en fait ma valeur du respect c'est la même que la tienne, ma valeur de l'intégrité c'est la même que la tienne, ma valeur de l'engagement elle est proche de la tienne, ma valeur de l'éducation elle est proche de la tienne. Ce qui fait que ça vient ça vient créer une évidence et une fluidification. Euh, et donc pour moi un endroit poser ses valeurs et les connaître. Oui, il y a un petit travail intellectuel pour moi pour les clarifier à l'intérieur de moi pour quand j'ai besoin de les communiquer à l'autre. Mais à un endroit, Est-ce que tu as peur de elles se vivent naturellement. tes valeurs? Est-ce que tu as peur de tes valeurs alors? J'ai l'impression que tu as besoin entre guillemets, je mets des guillemets, beaucoup de guillemets, c'est Non, mais c'est juste ce que tu es en train de dire. de justifier tes valeurs. Alors t'as besoin de rien justifier. Tu es C'est toi, vrai. t'es bien comme tu es. Stop, fin. Je veux dire, Oui, arrête. je T'as suis besoin d'accord. de justifier rien à personne. Tu es comme tu es. Je suis d'accord avec toi, sauf qu'à une époque ou jusqu'à il y a très récemment, je n'osais pas les poser et les affirmer pour moi. Soit je m'écrasais, soit j'imposais. Et en ce moment, je découvre justement, il y a... Ça me donne Parce envie qu'il de faut pleurer. simplement être toi, c'est tout. Oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah non, 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 mais non, non, tu verras, c'est très facile d'être soi-même. Je veux dire, Et quand il y a quelque... pour moi, je le suis de plus en plus, mais je vois qu'à un endroit, effectivement, il y a... Je me suis parfois peu respecté dans certaines relations en oubliant mes valeurs. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il y a un besoin peut-être et une peur de ne pas les respecter. Et là, je te rejoins. Il y a une petite appréhension. Il y a un petit endroit de mon cœur qui est peut-être un peu... Oui, mais si tu n'as pas respecté ces valeurs à un moment donné, c'est que tu étais dans des conditions qui faisaient que. Mais je veux dire, maintenant, la seule chose qui compte, c'est que tu sois toi-même.
Le Ouais, reste, tu t'en fous. Je veux dire, moi, si demain on se rencontre et puis qu'il y a quelque chose qui me plaît pas, je te dirais, tu sais, Marc, voilà, ça me plaît pas. Hein. Je dis bien sûr. comme ça. Et puis tu le prends bien, tant mieux. Tu le prends mal, c'est pas mon problème. Je veux dire, moi, je vais Ah, continuer ma route. Hein. complètement. Mon chemin, il est là. Et je veux dire, on sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On sait que chacun est différent et que, eh ben, tu resteras avec les gens qui sont comme toi ou qui aiment les mêmes choses que toi, mais inconsciemment, mais sans obligatoirement leur prouver que tu as tes valeurs, que tu as ci, que tu as là, que tu es comme ça. On s'en fout de comme tu es. Les gens, ils te prennent comme tu es. Tu veux Bien dire, t'as sûr. pas besoin de rien prouver. Tu Mais prouves rien. c'est justement ça ce que je m'autorise en ce moment. C'est que je pense qu'avant, j'aurais pas dit, là, ça me plaît pas, ça fonctionne pas. Avant, j'aurais pas osé dire ça. Et aujourd'hui, j'ouvre la porte et, et donc, effectivement, et je te remercie de me permettre de l'ouvrir avec plus de fluidité et de m'amener un peu plus de tendresse dans la manière de le faire. Effectivement, aujourd'hui, là, depuis un mois ou depuis ma rupture, il y a quelque chose de beaucoup plus simple là. Là, ça me parle, ça me va pas, et j'ai plus besoin de me justifier. Avant, je pense Oui, que j'avais besoin parce que j'avais pas assez confiance dans ma valeur pour poser mes valeurs de moi à moi et juste de les partager sans forcément le faire de manière intellectuelle. Après, moi, j'ai un cerveau qui aime conceptualiser pour pouvoir partager des concepts parce oui, que je voilà. coach. C'est parce que toi, tu es fait comme ça, mais parce que tu n'as pas besoin d'avoir tes valeurs pour pouvoir conceptualiser tes valeurs. Bien sûr, On j'ai s'en pas besoin, je peux fout juste de les ça. vivre. On s'en Évidemment. fout de ça. Je On suis s'en fout. d'accord. Tu es comme tu es. Et ce qui est important, c'est que même s'il y a quelqu'un à qui tu dis, écoute, moi, ça me va pas ou quoi, mais c'est pas pour ça que tu lui fermes la porte. Non, pas du tout. Il ne faut fermer surtout, il ne faut fermer aucune porte. Moi, même si demain je tombe sur quelqu'un qui me plaît pas du tout et qui a sa façon de fonctionner qui me correspond pas du tout, c'est pas grave. Je lui dirai, écoute, moi, la façon dont tu fonctionnes, ça me concerne pas. Mais c'est pas pour ça que la porte est fermée. Je veux dire, si un jour il veut venir et puis qu'on en discute et puis qu'on essaye de comprendre pourquoi, parce qu'il y a toujours un pourquoi derrière. Il y Bien a toujours sûr. un pourquoi. Quand il y a des gens qui sont dans une certaine vibration un peu néfaste, il faut creuser derrière. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas mis les pieds dans ses chaussures. On ne sait pas ce qu'il a fait avant. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas ce qu'il a vécu quand il était jeune ou ce qu'il a vécu peut-être dans d'autres vies. Donc, il faut surtout ne fermer aucune porte et être soi-même. Et pas essayer de dire, il faut que je garde mes valeurs, que je montre les valeurs que j'ai, on s'en fout. Je suis dans un process où je prends conscience de ce mécanisme-là, et donc je pense que ça me fait du bien de le verbaliser pour l'ancrer en moi et le. Il faut plus que tu le. Ah mais c'est de moins en moins maintenant. Dès qu'il y a un truc Ah bah tant mieux. bon non en fait quand je te dis moi j'aime mettre des concepts, c'est plus parce que comme je fais des vidéos, je crée du contenu et que parfois je partage. Mettre, bah, comme quand potentiellement tu fais un sermon, mettre des mots et rendre intelligible les voix invisibles de mon cœur et de la vie, pour moi, ça fait partie de mon métier et de mon gagne-pain. Donc, c'est un mécanisme naturel que j'ai pour accompagner les gens, accompagner ou quand je parle à mes amis ou quand je crée des contenus sur Instagram ou sur TikTok. Moi, ça fait partie de quelque chose que j'aime faire, de mettre des mots. Après, dans mon quotidien, effectivement, et je te remercie, j'ai pas besoin de justifier qui je suis. J'ai pas besoin d'expliquer qui je suis, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi je suis comme ça. Si on me demande, avec grand plaisir pour le faire. Sinon, bah écoute, j'ai mes valeurs, je les vis, je les aime, je me kiffe. En ce moment, je m'adore. Vraiment, j'adore qui je suis. Je me kiffe à mort. Donc là-dessus, je suis très tranquille. Mais en tout cas, j'adore cet échange. Et pour un peu aller vers la fin, Ça me fait penser. J'ai fait des fois des sermons sur lors de décès. Et je veux dire, tu sais, tu as des fois des familles qui sont séparées d'un côté et de l'autre parce qu'ils se parlent plus, parce que la tante à l'un, il avait fait ci, ou l'oncle à l'autre, ou alors ça remonte c'est ancestral dans la famille. À chaque fois, je leur fais le serment. J'ai dit, mais vous vous parlez plus. Moi, je les reçois en tête à tête. Je dis, mais arrêtez vos conneries, quoi. Je dis, mais vous parlez plus et lors du décès, vous pleurez tous en même temps. Je veux dire, ça sert à quoi? Je veux dire, franchement, je veux dire, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est Jean qui disait ça dans l'épître, je ne me rappelle plus le nom, mais aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà, stop, fin, ça s'arrête là, quoi. Je veux dire,
qu'est-ce que tu vas avoir des animosités envers les autres? Il ne faut jamais avoir d'animosité envers personne. Il ne faut être qu'amour. Dans la mesure où tu es que amour, eh ben, de toute façon, tu n'attireras que l'amour. Voilà. Et Bien même sûr. ceux qui t'aiment pas, ils t'aimeront. Ouais, et après pour moi, Et puis, c'est après pas pour moi, grave s'ils t'aiment pas. Hein. et après, pour moi, si tu vibres de l'amour et que l'autre, ça lui fait mal, il va être agressif avec toi. Ça veut pas dire que t'es pas en train de vibrer de l'amour. Ça veut juste dire que cette personne sait pas recevoir et que recevoir de l'amour, c'est beaucoup trop dur. Ben, parce qu'il faut lui expliquer qu'est-ce que c'est que l'amour, peut-être. Hein. Je veux dire, Exactement. faut prendre le temps. Mais en tout cas, j'aime bien quand tu parles comme ça, vous faites de la merde. J'aime bien voir ce côté finalement, ok, tu peux dire aux gens là, c'est de la merde. Et ça aussi, c'est de l'amour. Dire aux gens, là, tu fais de la merde. Et Ben moi, oui. vraiment, c'est quelque chose que j'aime. Et j'avais vu un ami faire ça avec un de ses amis en lui disant, voilà, il voulait aller partir à la montagne, seul, faire du hors-piste. Il lui a dit, mec, t'as une femme, t'as des enfants, tu fais de la merde. Tu fais pas ça seul. Ou alors, tu m'appelles avant, tu m'appelles en bas, mais tu dis où t'es et tout. Et pour moi, ça fait partie de cette forme d'amour, de plus de cette énergie masculine d'amour de, là, mec, tu fais de la merde. Et ça Bien aussi, sûr, c'est de bien l'amour. sûr. Mais il faut le gars, il s'est même pas rendu compte parce qu'il était dans son trip. Il était content de partir à la montagne, faire sa descente et tout. Il s'éclatait. Mais là, si, il faut lui faire comprendre que s'éclater tout seul, c'est bien. Mais s'éclater à deux, putain, tu partages. Parce que si tu t'éclates, eh oui, parce que si Et tu oui. t'éclates, que ce soit avec un gars ou avec une fille, peu importe, mais je veux dire, si tu t'éclates tout seul, il y a que toi qui vois ce que tu fais. Si l'autre voit ce que tu fais, mais c'est ton plaisir, il est décuplé, quoi. Je veux dire, regardez, quand tu regardes un coucher de soleil, je veux dire, tu vas dire, waouh, ce coucher de soleil, qu'est-ce qu'il est beau, il est magnifique. Mais si tu as quelqu'un à côté de toi et qui partage la même chose, mais tu sais quoi, ce que tu envoies à l'univers, là? Tu envoies de l'amour, mais à foison. Parce que je veux dire, c'est non seulement tu partages la même photo, mais en plus de ce partage, il y a de l'amour en plus de tout ça. C'est encore 100 fois mieux, quoi. Je veux dire, donc, la solitude, c'est bien, mais quand même, pouvoir partager, c'est quand même le top du top, quoi. Je veux dire, Ah bah, partager des choses. Partager moi, des choses. ça a été, je crois, un de mes derniers plus grands enseignements sur l'amour. Je suis parti me perdre au fin fond du Brésil. Et j'allais encore faire une expérience seule où j'allais partir 3 semaines dans un village, vivre avec des aborigènes. Et en fait, je suis reparti en disant, mais je préfère passer une après-midi à jouer aux cartes avec mes potes que d'aller seul sur la Lune. C'est bon, j'ai fait mes expériences en solitaire, je sais faire, mais aujourd'hui, le plaisir de partager mon quotidien, Ah, ben y a voilà, rien de plus beau que de partager avec ceux qu'on aime. bien sûr. C'est clair, hein. C'est clair. Que ça soit avec des amis, avec sa femme, avec ses enfants, partager partager ce qu'on aime avec un autre, c'est que du plaisir, quoi. C'est que du plaisir. Mm. Parce que tu te fais plus plaisir à toi, en plus. Tu fais plaisir à l'autre. Parce que elle partage la même chose et l'autre, elle partage la même chose avec toi, donc elle te fait plaisir. Donc c'est vraiment, on revient à la même chose où il y a ce mélange de plaisir qui est inconditionnel et qui est pas calculé, qui est comme ça. C'est-à-dire, voilà, c'est des moments de joie et de plaisir, quoi. Au tout début, tu me parlais de plein de différentes formes d'amour. On va prendre comme ça je vais aller vers la conclusion. Tu vois, au début, tu me parlais de différentes formes d'amour. Comment tu mettrais des formes d'amour entre l'amour que tu as eu avec tes compagnes, avec tes enfants, avec les gens que tu croises ou quand tu officies? C'est quoi? Est-ce qu'elles ont des saveurs différentes? C'est quoi les qualités qu'elles ont différentes? Je pense que l'amour, il a pas de saveur différente. Je veux dire, Ok. quand c'est réellement vécu, ça peut être même pour un animal, hein, un chien ou un chat ou peu importe. Je veux dire, dans la mesure où c'est toi qui vibres, tu vibres pour l'amour. Je veux dire, que ça soit pour ton épouse, que ça soit pour tes enfants. Alors même, il y a un lien affectif en plus, je veux dire, parce que ça, mais et que ça soit quand tu fais un sermon, je veux dire, si tu envoies pas tout l'amour que tu as dans le cœur et dans la tête quand tu fais un sermon, il résonne pas. Hein. Et alors que si tu envoies tout l'amour que tu as, comme tu peux envoyer à ta compagne, comme tu peux envoyer à tes enfants, tout l'amour que tu as, tu l'envoies à ce moment-là, c'est parce que tu vibres, quoi, je veux dire. Et tu peux et le summum de la vibration, tu peux même avoir les larmes hein, qui viennent quand tu vibres vraiment. Moi, je pleure. Hein, alors,
Ah ouais. tout le temps, mais je veux dire, j'écoute une chanson, je pleure, je vois une télévision, je pleure, j'écoute un sermon, je pleure tout le temps. Peut-être que je suis un peu trop, et encore, je sais pas mal, trop à vif, mais je vis l'instant présent en lâchant prise complètement. Je veux dire, parce que si tu te mets des barrières, tu vis pas entièrement les choses. Ouais. Si tu mets pas de barrières et que tu te laisses aller, eh ben tu vis les choses. Moi, quand j'écoute Aznavour qui chante Chi, j'ai en tête l'image de la musique et j'ai les images du film et cet amour qu'ils ont ensemble. Tu te rappelles de cette chanson? Non. Chi la da 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 Hmm. da 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 da. Voilà, c'est un Notting Hill. Ok. Et là, il y a de l'amour à foison, quoi, je veux dire. Et je trouve que c'est tellement beau, c'est tellement beau. Il y a un il faut lâcher prise. Il faut complètement lâcher prise. Quand tu es dans des instants d'amour comme ça, il faut pas de retenue et il faut être soi, déjà, sans chercher à conceptualiser. Et, euh, et il faut lâcher complètement, se laisser aller. C'est le plus important, c'est ça. Moi, je sais quand je vais à Valence chez Tao, je me trouve dans un lieu d'une sérénité absolue et tout est bien, quoi. Je veux dire, tout résonne positivement, tout est beau, quoi. Je veux dire, et donc c'est des instants magiques. En parlant de magie et de beauté, qu'est-ce que tu mets derrière le mot Dieu? Qu'est-ce que ça symbolise pour toi, Dieu? Pour moi, Dieu, c'est amour et sans calcul, sans rien. Parce que il y a le pardon, il y a l'humilité, il y a tout, il y a l'espoir, il y a tout dans ce mot. Tout, il y a tout. Tout est qui est réduit en un mot et c'est la lumière, quoi. Qui est lumière totale, quoi. Ça ça vibre fort. Et avant de conclure, moi, j'ai 5 questions de fin que j'aime bien. C'est les 5 questions de fin. L'idée, c'est que tu répondes en un mot, en une phrase, voilà, ou en quelques mots. Donc, première question. Jean-Guy, es-tu prêt? Quel est le Je sais. meilleur conseil que tu as reçu en amour? Lâche prise. C'est toi qui te l'as donné ou on te l'a donné? On me l'a donné. Ok. Parce que c'était à une période, c'est vrai que je lâchais pas prise facilement. Maintenant, il n'y a plus de prise. Alors, de toute façon, C'est la meilleure. Le seule manière de lâcher prise, c'est quand il n'y a plus de prise. Quelle est la pire chose que tu as entendue sur l'amour, ou le pire conseil que tu as reçu? le pire conseil que j'ai reçu sur l'amour, change. Waouh. Ouais. Sacré conseil de merde. Alors ça, c'est un conseil, tu vois, laisse tomber, quoi. Quand on te dit ça, tu peux partir. Ouais. Si Ouais. on te dit ça, tu t'en vas direct. Quel est l'objet culturel, livre, film, pièce de théâtre, qui t'a le plus impacté sur l'amour? Ou qui t'a le plus inspiré? Ghost, Oh, j'adore, j'adore. Ghost, Ghost, parce que je veux dire, là, il y a de l'amour, il y a quelqu'un qui malheureusement décède, mais qui spirituellement est toujours là. Et tu as l'actrice, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle déjà, d'ailleurs. Whoopi Goldberg? Non, non, pas Whoopi Goldberg, celle qui C'est est pas Demi amoureuse. Moore? Demi Moore, Demi Moore dans ce film est magique. Et puis bon, c'est vraiment la femme rêvée dans ce film, voilà, parce qu'elle a. Et puis l'acteur aussi qui est fantastique. Ouais, ouais, non, Euh, moi, je l'ai vu et, plusieurs fois avec ma sœur quand j'étais petit et les échanges de regards qu'il y a dans ce film. Mais moi, je le regarde, je pleure. Hein. Je regarde demain, je pleure. ouais, moi, Parce que tu me le notes, ça me donne envie de le revoir. Et en plus, c'est marrant parce que ça me connecte à. Il y a 10 jours, je passais un casting pour une émission télé et elle me demande, on parlait de la mort de mon père et je lui disais que 15 jours avant, j'avais enfin réussi de par ma fermeté à ce que mon père ouvre son cœur. Et je crois que pour la première fois de ma vie, dans sa manière de me parler, ça a touché directement mon cœur. J'étais ah putain. Et c'était 15 jours avant sa mort, c'est le dernier échange qu'on a eu avant qu'il meure. Et il avait plus ou moins 85 ans. Et oui, mais parce que lui aussi, si tu veux, lui, c'est une époque. Et moi, j'ai connu ça. À une époque, tu disais pas
Tu disais pas à ton enfant que tu l'aimais. Ça n'existait pas. Non. Tu prenais pas dans les bras. Tu prenais pas. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Je veux dire, et mes parents, ils m'ont aimé, mais ils te prennent pas dans les bras. Ils te disent pas qu'ils t'aiment. Je veux dire, tu vois. Et ça, c'est énorme, quoi. Et si un jour ça arrive, je comprends que ça peut être Et en fait, fantastique. non, il m'avait déjà dit plusieurs fois je t'aime, mais je t'aime. Enfin, pour moi, c'est la fois où il a été le plus authentique et il m'a dit, Marc, si seulement les fantômes existaient. En gros, il me disait, en gros, tous mes amis sont morts. Et il me disait, si seulement les fantômes existaient et que je pouvais leur parler. Et là, j'étais, waouh, ça m'a tellement touché. Donc là, forcément, quand tu me fais penser quand tu me parles de Ghost et que je parlais de cette anecdote il y a une semaine, j'étais là, genre, ok. Et pour moi, c'est un de mes plus beaux moments et souvenirs et gratitude avoir osé dire à mon père juste avant, voilà, notre relation me convient pas. Et que derrière, ça lui a permis de me dire ça et qu'avant sa mort, il m'a offert ça et il m'a offert son authenticité. Et je le remercie et je l'aime. Et vraiment, ça m'a tellement touché cette Moi, quand phrase. quand je fais les cérémonies de décès, c'est ce que j'explique aux gens, c'est que je veux dire, il y a une vie derrière et que vous allez retrouver les proches que vous avez perdus et que vous pouvez toujours avoir des relations avec les proches qui sont toujours vivants. Et je veux dire, vous êtes là et ils sont là. Et je veux dire, et c'est pour ça qu'il me revient toujours ce mot de Birago Diop, le poète africain, ça s'appelle les souffles et qui dit écoute dans le vent les buissons en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Écoute plus souvent les choses que les êtres. Et c'est fantastique ce poème de Birago Diop. Parce que je veux dire, Waouh. J'adore, j'adore. Quelle est ta chanson d'amour préférée? ma chanson d'amour préférée, waouh, peut-être, j'allais dire She, mais je vais pas dire She, je vais dire peut-être Love Me Tender. Ok, Love Me Tender. Ouh, ouh, j'adore. Ouh. Je te vois très bien la chanter et tout. Et la dernière, c'est si tu pouvais passer une loi que tout le monde devait appliquer, une forme de loi de la conscience, une loi universelle, pour créer le monde d'amour que tu souhaites, ce serait quoi cette loi? Moi, je sais que j'étais contre tout ce qui était racisme, argent, anti-con. Je veux dire, la loi que je passerai pour que tout le monde soit heureux, ben que personne ne manque d'eau ni à manger, quoi. Que tout le monde puisse manger à sa faim. Je veux dire, Ok. parce qu'on est on est dans un monde où si tu veux, malheureusement, il y en a qui sabrent le champagne, et tant mieux. Je veux dire, moi, je suis pas du tout contre ceux qui ont les moyens et qui peuvent profiter de leurs moyens. Mais là où je suis contre, c'est contre le gâchis et contre quand tu vois les supermarchés qui balancent, qui arrosent de javel ou quoi les denrées, alors que je veux dire, dans toutes les villes, il y a des gens qui ont besoin de manger. Et il y a des millions et des millions et des millions d'euros ou d'autres monnaies qui partent dans le ciel, qui explosent ou quoi, alors qu'on pourrait faire autant de belles choses avec ces millions. Mais il faut que la conscience humaine puisse accepter les uns les autres, et ça, c'est pas évident. Et avant de clôturer, est-ce que tu connais, tu sais jouer Love Me Tender à la guitare? Non, je ne sais pas encore. Ah zut, zut, Non. j'avais envie de te Alors demander. par contre, je suis en train de réviser. Mais je ne sais pas encore la jouer, mais je suis en train de réviser une chanson. Je la jouerai un jour. C'est Ok. Imagine, parce que j'ai fait connaissance lors du dernier gala. J'ai chanté donc Falling in Love with You Ok. d'Elvis, et j'ai chanté une autre chanson. C'était, je ne me rappelle plus. Ah oui, une chanson d'Eddie Mitchell, et j'ai chanté ça. Et du coup, j'ai connu un Italien, et l'Italien m'a dit ouais, ça serait bien qu'on chante ensemble et tout. Donc, je suis en train de réviser Sarà perché ti amo, c'è confusione, sarà perché ti amo, un'emozione, tu connais? Voilà. Bien sûr. Et donc, mais je ne sais pas parler italien, donc c'est pas évident. Et en plus, il voulait qu'on chante Imagine, donc j'ai dit, bah, écoute, je vais réviser Imagine et je vais la chanter. Cool. Alors quand tu l'as, je veux bien, parce que je mettrais bien un insert de toi en train de jouer de la guitare. En tout cas, merci. Avant de clôturer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager de ton quotidien, de ton actualité, quelque chose que tu as envie de dire avant de clôturer cet épisode? Je dessine beaucoup. Ceux qui veulent aller voir sur mon site, je crois que c'est guy.giraud sur Instagram. Et donc, il y a tous mes tableaux. Donc, j'en fais un
En gros, j'en fais un voire deux par semaine. Ok. Donc, mais maintenant, je fais plus que des dessins sur des feuilles A4 avec un mélange de feutre, crayon et puis acrylique. Parce que je pourrais pas, là, en bas, je dois avoir 150 tableaux qui sont stockés. Et donc, je pourrais pas les stocker parce que les dessins, j'ai attaqué avant le Covid. J'en suis à 1300 à peu près. Cool. Eh ben écoute, merci à toi, merci pour ce moment. Moi, j'ai adoré. Écoute, moi, c'est Pour quand les tu veux. écouteurs, pour les auditeurs et les auditrices, vous avez manqué parce on l'a fait en 4 fois ou 5 fois parce qu'on a eu plein de problèmes techniques. Je suis allé manger, on a eu des problèmes de batterie. Mais en tout cas, moi, ça a été un immense bonheur de t'accueillir. Ça a été un immense bonheur le moment où tu as touché mon cœur sur voilà, plus de fluidité et pas enfin, plein d'endroits tu m'as touché dans tes citations, sur fluidifier aussi, de pas me justifier. Et donc, si cet épisode vous a plu, vraiment, likez, partagez, mettez une note, allez, mettez une note de 5 étoiles parce que vous avez kiffé, partagez-le, envoyez, vraiment, faites-le. Parce que parfois on se dit, ah, je kiffe ce truc et on le fait pas. Faites-le, soutenez-nous, partagez. Vraiment, moi, c'est un projet qui me tient extrêmement à cœur que de donner la parole pendant un long moment à des personnes aussi belles, aussi touchantes et innocentes et voilà, que Jean-Guy. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut t'écouter faire un sermon ou Écoute, moi, pas? là, je vais probablement monter à Paris, donc au Patriarcat orthodoxe des nations. Donc, voilà, et à ce moment-là, qu'on vienne me voir, il n'y a aucun souci. Et je serai probablement au mois de septembre avec, je crois que Tao Chang, il refait quelque chose aussi à la pagode. Donc, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, parce qu'il y a des gens d'une gentillesse extrême. Voilà, et une mentalité à toute épreuve, et c'est génial, quoi. Eh ben, écoutez, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Viens, on se parle, des vrais trucs sur l'amour. Et à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Viens, on se parle, des vrais trucs sur l'amour. Si l'épisode vous a plu, likez, commentez, laissez une note d'au moins, allez, 5 étoiles. Ce projet a besoin de votre soutien. Et si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On fera tout notre possible pour l'avoir. Belle journée.